avec vous. C'est un live d'une heure et demie, donc on est ensemble jusqu'à 18h30 sur Facebook. Qui dit live dit interaction. C'est justement le but du direct. Donc vous allez pouvoir interagir avec notre invité, avec nos invités dans cette émission. Profitez-en. C'est tout simple, hein, en dessous de l'image du live Facebook. Vous mettez votre question, vous posez votre question. Et nous ici, on a une équipe qui va la noter et me la donner. Je serai votre porte-parole auprès de notre invité. D'accord ? C'est un destin croisé un petit peu particulier bien évidemment, puisque d'habitude on a trois invités dans une péniche qui interagissent, là aussi ils vont interagir, mais c'est une formule différente. Et il y en aura d'autres en 2018. Donc allez-y, profitez-en, vous avez la parole auprès d'un ambassadeur de l'INRES qui est avec nous depuis toujours, qui est un écrivain, première parution du premier livre en 1991 avec les fourmis. Donc déjà, évidemment, vous savez de qui il s'agit puisque vous avez déjà regardé le teasing de cette émission. 25 livres en 26 ans, presque un par an, à une ou deux exceptions près. Un romancier qui traite de tous les sujets qui nous intéressent finalement et qui vous intéressent aussi, c'est-à-dire la spiritualité, les mystères de la vie, la cosmologie, l'au-delà dans son dernier roman. Donc ça vous intéresse, ça vous parle évidemment. Et c'est un auteur qui nous interpelle sur notre condition d'être humain et ça nous intéresse beaucoup. Bernard Werber, bonjour. Bonjour. On va passer une heure et demie ensemble. Très bien. Alors, je dois avouer que je suis habitué à des formats plus courts. Oui. Donc là, je ne me rends pas compte sur une heure et demie. Est-ce qu'on arrivera à... Bah, si, en fait, je suis un bavard, donc moi, j'arriverai. Est-ce que vous arriverez à relancer tout le temps pour tenir en haleine Le but, c'est que je parle le moins possible. Plus je poserai des questions de la part des internautes, mieux ce sera. Mais je pense qu'avec vous, ce serait plutôt un jour et demi qu'on pourrait faire, plutôt qu'une heure et demie. Vous voyez, donc je suis pas très, très inquiet. Si je vous dis qu'effectivement, vous êtes... L'auteur français est déjà un des plus lus dans le monde, hein, ça c'est déjà pas rien quand même, et que vous êtes certainement celui qui nous interroge le plus sur notre condition d'être humain, notre petite condition d'être humain. Vous êtes d'accord ? Je suis mal placé pour donner une opinion là-dessus. Je crois que si je suis lu dans le monde, c'est parce que j'écris des histoires qui sont universelles. L'ambiance de mes romans n'est pas typiquement française, ça pourrait se passer dans un autre pays. Quand j'écris, j'essaie de communiquer avec un maximum de gens, de tous les âges, de tous les pays et aussi de toutes les époques. Cette volonté est dès le départ. C'est-à-dire quand j'écris Les fourmis, je me suis dit je dois être compréhensible par les Chinois et les Américains. Je dois viser un langage universel. Et vu qu'il y a des fourmis sur tout le monde, c'était un sujet qui pouvait traverser les frontières. La mort, les anges, les arbres, la nature, c'est des sujets universels. Donc je crois qu'il y avait dès le départ une volonté de trouver un langage qui résiste au temps et à l'espace. Consciemment ? Oui, mais même depuis que je suis tout petit, j'écris des histoires avec l'idée de ne pas rester fermé sur le petit monde parisien, mais de rayonner. En tout cas, qui est ce potentiel. Après, il y a une part de chance, il y a une part d'éditeur, il y a une part d'être à la mode ou pas à la mode. Mais en tout cas, le message, au moment où il est diffusé, j'essaie de faire qu'il ait du sens dans le temps et dans l'espace. Alors, Bernard Werber, c'est donc 12 ans pour écrire Les fourmis, de 16 à 28. Petite maturation lente, on va dire. Puis après, c'est un roman par an, à peu près, avec au départ des études de criminologie, ensuite de journalisme, journaliste scientifique en plus. En 1990, on vous demande gentiment de partir et vous dites c'est le moment, je vais faire vraiment ce que j'aime. Donc vous l'avez écrit, réécrit, peut-être écrit 100 fois Les fourmis. Et en 1991, il paraît. Et est-ce que ce succès vous a vraiment surpris ? Alors d'abord... Est-ce que vous l'attendiez ? Est-ce que vous aviez médité ? Vous dites ça y est, c'est mon heure, j'y vais ? C'était long quand même. Je vous disais, j'ai écrit en pensant universel, mais j'ai jamais voulu être best-seller. C'est-à-dire la notion d'écrivain célèbre est une volonté de mon éditeur. Moi, ce que je voulais, c'était être publié. Donc pendant 12 ans, j'ai écrit le même roman, et pendant 6 ans, je cherchais un éditeur et j'ai accumulé les lettres de refus. En général, ils me disaient, on ne voit pas l'intérêt du sujet des fourmis, quoi, tout simplement, donc ils l'ouvraient même pas, ils ne regardaient pas. Donc tout d'un coup, je trouve l'éditeur et j'arrive à avoir, pour la première fois, l'objet livre des fourmis dans les mains. À partir de là, j'ai considéré, voilà, ma mission
est accompli. Ça fait 12 ans que je travaille à faire ce livre dans lequel il y a plein de codes que les gens découvriront dans le temps. Et maintenant, j'ai plus rien à faire sur cette planète. A priori, il ne devait pas y en avoir d'autres, hein, d'ailleurs. Non, mais surtout 12 ans avec la volonté d'être publié, pas de best-seller, d'être publié, et tout d'un coup, ce rêve étant accompli, donc le soir même, je me suis dit, je suis au bout de l'histoire. Ouais, je me suicide, c'est fini. Mais c'était pas quelque chose de triste, c'était pas quelque chose de déprimé. Ouais. Enfin, il n'y avait pas une notion de c'est affreux. Il y avait juste, je suis une poule qui a pondu, qui a couvé un œuf pendant 12 ans. Cet œuf étant pondu, j'ai fait ma mission, ciao. Et vu que j'avais fait les cours de criminaux, j'avais des chapitres entiers sur comment se suicider. Donc je suis allé voir de manière technique comment procéder. Et là, j'ai vu, ça demande du matériel, ça marche pas à tous les coups, c'est compliqué. Si vous jetez du 30e étage, c'est pas compliqué. Hein. Mais là, du 30e étage, si vous avez le vertige, ça marche pas. Ouais, du 30e étage, il suffit, j'avais mis ça, je crois, dans le miroir de Cassandre, il suffit qu'il y ait un camion qui passe en dessous avec rempli de matelas, et puis paf, ça y est, vous survivez à moitié. Ouais. Donc, voilà. D'accord, allez. Il y a une question de probabilité. Ouais. Bon, cela dit, j'ai un peu le vertige. Donc, je le savais. Parce que se suicider, ok, mais il ne faut pas que ça soit pénible les petites secondes avant. Que les derniers moments soient quand même sympas. Ouais. Donc, j'ai demandé à plein d'amis de rester là avec moi le soir. Et le lendemain matin... Attendez, excusez-moi, il est sérieux hein, quand il raconte ça. C'est vrai, il l'a vraiment vécu, c'est pas une histoire de roman. Parce que moi, j'ai passé des jours et des jours avec vous avant de préparer cette émission sur Internet à regarder. Il est sérieux. Voilà, petit aparté, pardon. Non, mais... Je trouve ça certainement logique. C'est-à-dire, pour moi, Les Fourmis étaient mon chef-d'œuvre. Enfin, je le croyais. Et après, j'avais rien d'autre à faire. Il faut voir une chose. Les premières versions des Fourmis, vu que j'ai mis 12 ans à l'écrire, il y avait un codage acrostiche, c'est-à-dire que toutes les premières lettres de toutes les phrases formaient une histoire cachée dans l'histoire. Il y avait des codages numériques, il y avait des codages géométriques, c'est-à-dire que j'avais poussé le texte à un niveau de sophistication énorme et de complexité, de lecture. Tous les chiffres des fourmis étaient codés et correspondaient à des choses. C'est-à-dire, je me suis dit, ils vont en avoir pour des années à comprendre Votre Da Vinci Code à vous, quoi. Voilà. Tout ce que j'ai mis Non, Da Vinci Code, il l'a fait rapidement. Là, vu que j'avais beaucoup de temps, j'ai fabriqué un système ésotérique compliqué avec des tas de lectures cachées pour ceux qui voudront chercher. Et le drame a démarré, ma survie est liée à ce drame, c'est que j'ai compris que les gens n'avaient rien compris au bouquin. Au fur et à mesure que j'ai eu des feedbacks, je vois que les gens se sont dit, tiens, c'est un livre sur les fourmis. Et les gens me rapportaient les infos, genre, tiens, on s'intéressait pas aux insectes, maintenant tu nous intéresses aux insectes. Je me dis, c'est pas possible. Ils n'ont pas compris, là. Donc il faut écrire un livre pour expliquer le premier livre. Alors, voilà, et chaque livre qui a suivi était l'explication du précédent, grosso modo. Exactement. Donc j'ai fait Le Jour des fourmis qui était juste un livre de... Je vais vous envoyer un message un peu plus clair pour que vous compreniez qu'en fait je ne parle pas de fourmis, je parle de nous. Et la volonté de ce livre est de vous ouvrir une porte et sur la nature et sur la spiritualité. Et donc là je touche un peu plus de public, parce que vu que le langage est peut-être plus clair, donc le deuxième marche mieux que le premier. Et là je me dis, ça ils ont compris, je fais les Thanatonautes. Les Thanatonautes, c'était, on va parler à fond de spiritualité, je vais vous raconter la conquête des mondes invisibles et comment ça va se passer dans le futur. On va arrêter de vouloir juste conquérir l'espace, on va conquérir les dimensions invisibles. Et là, c'est un total échec, c'était trop tôt. Donc j'ai fait le 3e des fourmis, et là j'ai reconnecté. J'ai repris le fil. Les Thanatonautes, c'était presque en écriture automatique. Hein. Alors, je me suis mis dans des états de transe, notamment avec de la musique. Je me suis mis dans des états de transe pour arriver à l'écriture automatique. Ouais, un petit peu quand même. Et parce que je me suis dit, si mon intellect fonctionne, je vais faire quelque chose qui va ressembler à des choses qui ont déjà été faites. Il faut que je sois dans un lâcher-prise total, que mon cerveau ne soit pas tout le temps en train de se demander est-ce que c'est un joli roman, mais qu'on soit dans quelque chose de complètement sans volonté, sans projet, sans un truc libre et puissant. Voilà, un lâcher-prise. Mais je crois que c'est l'objectif de tout artiste, c'est de ne plus être dans... je vous dis ça, après vous avez expliqué que les fourmis c'était très codifié, très mathématique. C'est d'être dans quelque chose de totalement... inspiré, intuitif, comme si je laissais traverser quelque chose en moi. Je crois que cette idée de la transe, c'est un moment où on ouvre tous les chakras, tous les auras, appelons-le comme on veut, toutes nos énergies, on se laisse traverser
par les informations telles qu'elles arrivent et on fait juste que les retransmettre. Et c'est un état génial. Et d'après ce que j'ai lu de vous, vous écrivez tous les jours de 8h30 à midi. Que 8h à midi et demi. De 8h à midi et demi. Et cet état un petit peu de transe arrive plutôt à 10h30, 11h. Il faut un petit peu de temps pour qu'il soit induit et rentrer dedans. Hein, voilà. C'est un petit peu ça. Ça a peut-être changé depuis. Non, ça n'a pas changé. J'ai démarré cette discipline à 16 ans et je me suis toujours tenu jusqu'à aujourd'hui. En fait, quand j'arrive, je commence par lire le journal pour me connecter au monde. L'équipe? Non. Je lis pas l'équipe. Plutôt le Parisien. Plutôt le Parisien parce que c'est l'information simple et qui avance vite. Après, je regarde sur mes sites d'information de sciences, notamment, et de spiritualité, ce qui se fait de nouveau. Et une fois que j'ai digéré un peu le monde tel qu'il est, je retrouve mon plan et le chapitre que je dois faire, je fais à peu près 10 pages par jour. Mais en effet, la phase de plaisir, la phase où je ne vois plus ma montre et je ne sais plus ce qui se passe, c'est entre 10h30 et 11h et ça ne dure pas tant de temps. C'est-à-dire le temps efficace est d'une demi-heure par jour, mais en une demi-heure, j'arrive à faire 10 pages. Voilà, c'est la préparation. Alors voilà, on ne va pas parler pendant 1h30 des fourmis et de tout ça. Il y a quelques questions qui nous arrivent déjà. Alors avant de poser les questions, je voudrais introduire dans notre discussion ce dernier roman que j'ai lu, bien évidemment, Depuis l'au-delà, un roman aux éditions Albin Michel. Plutôt que d'en parler, de présenter le pitch, etc., il y a une vidéo super qui a été faite par Albin Michel, qu'on va regarder, et qui présente le pitch et l'histoire de ce roman. C'est vraiment bien, regardez. Merci. Cette fois-ci, c'est plié. J'ai été tué dans la nuit. Qui m'a tué? Pourquoi? Comment mener l'enquête? Je ne suis plus qu'une âme errante. Vous seul pouvez m'aider dans le monde matériel. Comment? En retrouvant mon assassin. Aidez-moi à retrouver qui m'a tué. Elle s'appelle Julia Delbourg. Elle a aimé le livre, elle s'est dit tiens j'ai envie de faire un petit film à partir de ça. Donc elle l'a fait comme ça avec sa caméra. Génial. C'est pas une équipe de professionnels de la publicité. Ah bah pourtant c'est très pro, hein. Ah vraiment ouais, très bien. Bah bravo, je pense qu'elle nous regarde, bravo. Julia, voilà. Bah bravo Julia. Ça fait déjà 15 minutes qu'on est ensemble, ça passe hyper vite. 1h30, j'ai bien senti que ça n'allait pas être suffisant. Alors, on a déjà des réactions de vous qui nous regardez. Donc, Françoise Bouvet, merci pour ce cadeau. Oui, merci à Bernard Werber d'avoir accepté de passer 1h30 avec vous. On dirait que ça c'est vraiment sympa. Cécilia Auban, merci beaucoup. On a Gaël Terzi Freitas qui aime beaucoup aussi. Ossine Benali, éblouissant, c'est vrai, et ce n'est que le début. Vincent Gossen, un ambassadeur de l'imagination. Ouais, imagination, intuition, ça vous parle bien. Alors, une première question, allez. Christophe, si vous pouviez rencontrer le Bernard Werber adolescent, que lui diriez-vous? Cet adolescent qui était timide, un peu binoclard et qui racontait des histoires pour se faire intéressant, pour se rendre intéressant un peu. Ouais. Hein moi, j'ai eu la chance de rater mon enfance. Pas de rater mon enfance, mais d'avoir une enfance très inconfortable et très agréable. Ça, ouais. Je dis j'ai eu la chance parce que ça m'a donné envie de chercher des solutions autres que celles du système. C'est-à-dire j'étais un mauvais élève, j'étais pas bon au football, j'étais pas bon au sport, j'étais timide avec les filles et je savais pas... En fait, je voyais pas comment je pourrais m'en sortir, donc je me suis mis à lire beaucoup, à écrire beaucoup, mais c'était des formes de fuite. Donc... si je pouvais retrouver l'adolescent que j'étais, j'ai envie de lui dire « N'aie pas peur, ça va s'arranger ». Mais le deuxième conseil que j'ai envie de donner à cet adolescent, mais même à tous les adolescents, c'est n'ayez pas peur de prendre des risques. La pire chose qui puisse vous arriver, c'est d'avoir une vie où il n'y a pas d'apprentissage. Si vous faites un risque, si vous prenez un risque et que vous échouez, vous allez malgré tout avoir une expérience. Mais si vous ne prenez pas de risque, vous allez avoir rien du tout. Et je sais que quand j'étais jeune, je me disais « Ah, je risque d'échouer ». Et ça me ralentissait. Sauf sur le projet des fourmis, et j'avais créé aussi un journal de lycée. Un fanzine, ouais. Ouais, un fanzine. Là, c'est les deux choses intéressantes que j'ai faites, que je vois maintenant avec le recul. Sur le moment, je les ai fait comme une forme de hobby pour pouvoir échapper au monde normal dans lequel j'ai tout fait. Mais j'étais le binoclard à lunettes, introverti, qu'on voit dans tous les films. En même temps passionné par la technologie, c'est-à-dire j'allais dans les clubs d'astronomie, je faisais beaucoup d'expériences scientifiques
Et j'adorais Jules Verne. À l'époque, on avait un truc, là, je remonte un peu plus dans mon enfance, c'était Pif Gadget. Oui. Et Pif Gadget nous a ouvert à la science. À savoir qu'on faisait des petites expériences les poissoteurs, avec des aimants, les poissoteurs, les artémias, on est de la même les génération. Élevages, voilà. Et je me rappelle, Pif Gadget, c'était mon introduction à la découverte de la science. Et ma passion de la science est probablement venue de la bande dessinée de Pif Gadget. Vous vous rendez compte? Bernard Werber, c'est Pif Gadget au départ. Non mais c'est fou les ancrages que l'on a quand on est enfant et qui finalement sont les déclencheurs. Mais dans Pif Gadget, il y avait quand même Gottlieb, il y avait Corto Maltese, il y avait quand même de très bonnes bandes dessinées. Tout à fait, oui. Mais quand on est un enfant timide comme ça, il y a deux solutions. Hein. Soit on s'écroule et on part dans une mauvaise voie et finalement on n'ose pas, soit on réagit intérieurement et on ose s'épanouir dans ce qu'on aime. Il y a deux solutions, hein, mais donc vous aviez la personnalité pour réagir. J'ai fui. En fait, mon grand secret, c'est la fuite. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais adoré le livre Éloge de la fuite de Henri Laborie. C'est-à-dire qu'Henri Laborie dit dans la vie, on a trois choix. C'est combattre, inhiber ou fuir. Combattre, on finit toujours par tomber sur un type plus costaud que vous qui vous pète la gueule. C'est le monde de la compétition capitaliste. Inhiber, ça veut dire on dit rien, on prend des médicaments, on ne dort pas la nuit, on a des ulcères, mais on supporte parce que tout le monde supporte et que c'est le monde tel qu'il est. Et fuir, ça veut dire que dès que ça ne va pas, on va ailleurs. Alors il y a plusieurs fuites. Il peut y avoir une fuite, vous prenez votre voilier, vous faites un tour du monde. Il peut y avoir la fuite artistique, c'est que vous créez un monde artificiel dans lequel vous vous projetez, c'est une forme de schizophrénie, enfin de fuite du monde réel, et c'est ce que j'ai choisi, c'est-à-dire que j'ai fabriqué un monde plus beau que celui dans lequel j'étais mieux intégré, avec des gens plus sympathiques, mes personnages. Et vous l'avez partagé avec des millions de lecteurs. Voilà, et en gros, tous les gens qui avaient ce même souci, genre ce monde ne me convient pas parfaitement, j'aimerais bien qu'on m'en propose un autre, je leur ai proposé un autre. Et cet autre, c'était sous terre, avec une vision microcosmique, mais à partir de là, je leur dis, à travers cette vision-là, vous pouvez accéder à la compréhension de l'univers. À travers l'observation des fourmis, vous allez comprendre plein de choses sur l'humanité, et vous allez surtout comprendre qu'on est une très jeune civilisation, on est une très jeune espèce. L'humanité a 3 millions d'années, les fourmis ont 120 millions d'années, ce qui veut dire qu'en 120 millions d'années, elles ont résolu des problèmes qu'on n'a pas encore, et des problèmes qu'on a, mais en tout cas, elles peuvent être nos professeurs et nos maîtres. Et tout ça part, quand vous alliez chez votre grand-mère, qui avait un tout petit jardin, de l'observation des fourmis, qui était la seule bestiole qui ne fuyait pas quand vous vous approchiez. Donc vous l'observiez. Donc si vous avez un enfant un petit peu rêveur dans votre jardin, un petit-fils qui regarde les fourmis, laissez-le faire, laissez-le rêver. C'est vrai. Non mais c'est important. C'est important, ça part de là. Une petite fourmi sur un doigt. Ou une coccinelle qu'on regardait comme ça. Alors la fourmi, elle agite les antennes vers vous, alors que la coccinelle ne le fait pas. Et elle a l'air de vouloir vous demander « t'es qui toi ?» et donc à partir de ce moment-là, on peut se dire c'est une sorte de petit infraterrestre qui veut communiquer avec moi. Et d'ailleurs, l'une des choses que je voulais transmettre dans les fourmis, c'est qu'il ne faut pas croire que les fourmis sont des robots qui ne font que répéter les mêmes gestes. La fourmi, au moment où elle est devant votre doigt, elle a le choix, elle le contourne ou elle monte dessus. Celle qui monte dessus, ça veut dire qu'elle est intéressée. Et une fois qu'elle est là, elle peut sauter. Donc, au moment où elle tend ses antennes vers vous pour communiquer, c'est-à-dire qu'elle l'a choisi. Donc, elle a un libre arbitre, donc elle est intelligente. Et c'est ce que j'ai essayé de faire passer aussi dans les fourmis, c'est ne sous-estimez pas cette espèce, pas parce qu'ils sont petits et qu'ils ont l'air de travailler en file, que ce sont des esclaves et des crétins. Voilà. Et voilà. Êtes-vous médium? C'est Fab Ozo qui vous pose cette question. Fab Ozo qui nous regarde. Bonjour Fab. Êtes-vous médium? Avez-vous eu des intuitions comme ça, des contacts plutôt? Intuition, oui. Mais médium, c'est autre chose. Médium, c'est vraiment contact avec les défunts. Si je suis médium, je n'ai pas recherché à développer ce côté de ma personnalité. C'est-à-dire que je ne cherche surtout pas à me brancher sur les morts, parce que je crois que c'est un exercice dans lequel il faut être bien préparé, il faut être un peu nous allons recevoir Karine Ben-Corsia dans quelques minutes, qui est une médium justement, qui a écrit un livre, une médium pure, de naissance, qui a écrit un livre incroyable. Voilà. Mais je ne suis pas médium, mais par contre, j'aime discuter avec les médiums, parce que d'abord, ils racontent des histoires extraordinaires. Là, pour entretenir l'imaginaire, c'est excellent. Et je ne suis pas dans est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Je suis dans j'écoute l'histoire et je regarde est-ce que ça me fait du bien. Point barre. C'est-à-dire j'écoute les médiums. Sans jugement. Voilà. Comme on lit un roman. Quand vous lirez Depuis l'au-delà, la problématique n'est pas est-ce que ce qu'il raconte dans Depuis l'au-delà est vrai ou pas vrai. La problématique, c'est bon sang, qu'est-ce qui va arriver au personnage et est-ce qu'à la fin, je vais être surpris. Ça doit être ça la problématique. Mais Depuis l'au-delà raconte l'histoire d'un écrivain qui est mort et qui va contacter une médium qui est vivante pour arriver à découvrir pourquoi il est mort.
Donc, même si je ne suis pas médium, je fais découvrir le monde des médiums et aussi leur code d'honneur Jedi, parce que chez les médiums, il y a des bons et des pas bons. Il y en a des vrais et des pas vrais. Il y en a qui sont branchés juste sur la psychologie ou sur l'inconscient. Et il y en a qui se connectent là-haut. Et ceux qui se connectent là-haut, ils prennent des risques. Parce que là-haut, ils ne savent pas sur quoi ils se connectent. On va en parler avec Karine. Voilà. Donc, j'ai découvert tout ça. Des événements forts. J'ai découvert tout ça en discutant avec les médiums. C'est comme s'il y avait une avenue. Il y a deux trottoirs, le trottoir des vivants et le trottoir des morts. Et puis il y a des gens au milieu qui disent, bon, il y a des gens d'un côté qui veulent discuter avec les gens de l'autre côté. Mais si quelqu'un dit, par exemple, je veux parler à mon père, chez les vivants, et chez les morts, il dit, ouais, moi je suis ton père, il n'amène pas son passeport et il dit, attends, c'est moi. Donc, on n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr. C'est pas ce qu'on entend. Ouais. C'est comme ça m'a toujours amusé. Je me suis toujours méfié des gens qui disaient, moi quand je monte, je dégage le bas astral pour me connecter directement à mes guides dans le haut astral. Attends, ils se connectent dans le truc d'en face, ils ne savent pas du tout de quoi il s'agit. Et les autres disent pas, attendez, moi je suis dans le bas astral, vous je suis dans le haut astral. En fait, dans le monde invisible, comme son nom l'indique, c'est invisible. Donc au mieux on entend des voix, et puis les gens ils vous disent, moi je suis un gentil. Hein. Tout le monde se considère comme le gentil du système. Donc c'est tout ça que je voulais montrer, c'est que c'est pas seulement que se connecter ou pas se connecter, c'est un système différent, parallèle, s'il existe. Et dans ce système différent et parallèle, il y a des règles différentes, et notamment une règle qui est les morts traversent la matière. Donc ils n'ont plus pris sur la matière. Donc tant qu'on est vivant, on ne comprend pas grand-chose, mais par contre, on agit sur la matière. Et dès qu'on meurt, on a tout compris, mais on ne peut plus agir sur la matière. Voilà, c'est ça le dilemme. Est-ce qu'un mort peut vraiment pas agir du tout sur la matière? Des fois, on dit qu'il y a des objets déplacés, etc. Donc ça c'est une grande question. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais vu. Depuis l'au-delà, vous dites effectivement qu'une fois qu'on est mort, on ne peut pas agir sur la matière. Et c'est tout le problème justement des morts qui ne savent pas qu'ils sont morts. Ça aussi, quelque chose de très important dont on parlera. Mais pas tout de suite, j'ai encore une question. J'en ai plein d'autres. Romain Richard qui nous regarde. Bonjour Romain. Avez-vous lu les livres de l'auteur sans nom? Non. Non? Mais je vais vous surprendre aussi. L'auteur sans nom, c'est quoi l'auteur sans nom? J'ai entendu parler de ça, mais je ne l'ai pas lu. D'accord. Okay, j'ai vu ça sur Internet. Hein. D'accord. Je vais vous surprendre aussi, mais je ne lis pas beaucoup, voire très très peu. Et Victor Hugo, qui ne lisait pas non plus beaucoup, avait trouvé une formule, les vaches ne boivent pas de lait. Ouais. Et j'ai beaucoup lu dans ma jeunesse, et plus ça va, plus j'écris et je lis peu. Pourquoi? Parce que quand je lis vraiment à fond, j'analyse tout, je vais faire ma doc et tout. Pour moi, la lecture, c'est comme une plongée dans un pays. C'est pas, je vais tourner les pages vite fait. C'est pas une distraction. C'est une distraction, mais j'analyse tout, je regarde comment l'auteur s'y est pris, où est sa doc et tout. Donc, je joue vraiment le jeu à fond. Donc, je peux pas faire ça avec tous les livres. Donc, je me cale sur un livre, je vais le vivre intensément. Et de la même manière que quand j'écris, je suis plongé dans un monde. Et dans ce monde, j'ai ma doc, j'ai tout mon travail. Donc, pour moi, lire un livre, c'est pas du tout anodin. Et j'attends d'un livre un émerveillement. Et ne serait-ce que pour avoir envie moi-même d'émerveiller les lecteurs, il faut que je me sente émerveillé. Donc je cherche tout le temps des livres dans lesquels il y a la nouveauté, dans lesquels l'auteur a découvert quelque chose que je ne connais pas ou a compris quelque chose que je n'avais pas compris. Ça va être compliqué ça. Et je place la barre très très haut. Oui, voilà, ça va pas être facile. Doudouce Nénette, bonjour. Bonjour Doudouce Nénette. Que pensez-vous des vies antérieures? Alors, actuellement, j'écris dessus. Bon, il y a Stéphane Alix, d'ailleurs, qui a écrit un bouquin fabuleux sur une possible vie antérieure qu'il aurait vécue, et c'est vraiment très fabuleux. Oui, une vie antérieure un peu dure pour lui. Oui, un peu dure, tout pendant la guerre, tout, mais c'est vraiment passionnant. Alors, mon intérêt pour les médiums est arrivé à la rencontre avec Monique Parent-Bacan. D'ailleurs, je la remercie, j'ai dédié le livre, qui est une dame que j'ai rencontrée à un moment où ça n'allait pas du tout dans ma vie. J'avais plein de soucis professionnels, sentimentaux. Tout n'allait pas. Tout était au plus bas. Avant ou après les fourmis? Après les fourmis, mais c'était après les Thanatonautes. Les Thanatonautes venant d'échouer, n'ayant connu aucun retentissement, je me disais, je vais peut-être arrêter parce que j'ai perdu mon public, les gens ne s'intéressent plus à mon travail. Et j'ai rencontré Monique, et j'étais très dubitatif parce que j'avais vu Monique la veille dans une réunion. J'ai l'impression que c'était une réunion de Tupperware. Il y avait des dames qui s'ennuyaient, elles parlaient avec les anges. Je me suis endormi. J'étais le seul homme. Et le lendemain, c'était Marie-Pierre Planchon, qui fait la météo marine, qui me dit, écoute, je t'ai offert pour ton anniversaire une séance avec Monique. Je dis, écoute, je ne crois pas à ta Monique du tout. Elle fait, écoute, juste par plaisir, pour me faire plaisir, accepte ce cadeau.
Et je vois Monique, et je vois une grosse dame, avec un visage poupin, et elle me regarde et me dit, vous savez, je ne lis pas de livres, j'ai pas lu vos livres, il paraît que vous êtes écrivain, mais je ne sais pas ce que vous faites. Par contre, si vous voulez, je vais vous connecter et on va faire une séance. Parlez de vos vies antérieures. Alors, d'abord, elle m'a connecté avec mon ange gardien qui s'appelait Barnabé. Et après, elle m'a dit, est-ce que vous avez une question à poser à Barnabé? Alors j'ai fait, oui, qu'est-ce qu'il attend pour se mettre au travail? Et elle m'a dit, mais il n'arrête pas. Et là, j'ai éclaté de rire parce que je me suis rendu compte de tous les gros embêtements que j'aurais pu avoir et que je n'ai pas eu. Et instantanément, comme ça? Ouais, et je me suis dit, je suis un ingrat. Il y a quand même quelque chose là-haut qui bosse pour moi. Ah, j'ai dit, bon, ben, finalement, j'ai compris. Il se passe quand même toutes les fois où je traverse la rue, au dernier moment, j'évite la voiture de justesse. Toutes les grandes erreurs que j'aurais pu faire et que je n'ai pas faites parce que j'ai senti, c'est presque quelque chose m'avait empêché de les faire. Puis, allez, on va le mettre tout ça au bénéfice de Barnabé. Donc, merci Barnabé s'il m'entend. Après, elle me raconte mes vies antérieures. Et elle me les remonte. Et je lui dis, écoutez, moi, je ne crois pas aux vies antérieures parce que je pense que 90% de la population, c'était des paysans qui poussaient la charrue, qui crevaient à 40 ans. Enfin, c'est que l'histoire réelle. Nous, on connaît que les rois et les grands conquérants, les grands explorateurs, mais ça fait pas grand monde. Hein. Non, c'est sûr. Et tout le monde ne peut pas être la Napoléon de Cléopâtre, ou César. Voilà. On est d'accord. Et elle me dit, mais vous avez eu 110 vies, et là, je vais vous raconter les 10 vies intéressantes. Et elle me raconte 10 histoires, et les 10 histoires sont non seulement complètement cohérentes, parce que je fais attention, c'est-à-dire il y a un début, un milieu, une fin, et l'ensemble se tient. Pour faire un personnage, c'est pas si facile que ça. Mais en plus, explique certains de mes comportements. C'est-à-dire, elle trouve des solutions à certaines choses comportements aujourd'hui. D'aujourd'hui. Certaines habitudes que j'ai, je ne sais pas d'où elles viennent. Tout d'un coup, l'explication venait de là. Et elle remonte toutes les vies, et jusqu'au moment où elle me raconte l'une des plus anciennes, où j'étais en Atlantide. Alors, moi, j'ai lu l'Atlantide, Pierre Benoît, j'aime bien les jolies histoires. Mais là, sur l'Atlantide, je sens une sorte de réaction, comme une envie d'aller revenir là-bas. Et quelques temps plus tard, j'ai rencontré un type qui s'appelle Philippe Leroux, qui faisait de la réincarnation Rebirth. Et je lui ai dit, je veux retrouver ma vie où j'ai eu la plus grande histoire d'amour. Et je me retrouve sur un divan similaire à celui-là. Et je décris le truc. Et c'était l'Atlantide, en tout cas, telle qu'elle m'est apparue. Et donc j'ai revécu une grande histoire d'amour en Atlantide. Et le premier truc surprenant, c'est que le type était hyper décontracté. Et on imagine l'Atlantide avec des pouvoirs magiques ou des lasers ou des technologies. Non, leur grand plus, c'est qu'ils étaient hyper cool. Dans le lâcher-prise total en permanence? Aucune contrariété, aucune envie, aucune ambition, aucune déception, aucun regret. Ce type était complètement souriant, sympa. Et c'était moi, il y a 10 000 ans. Alors, je visite le truc, il me dit comment il s'appelle. Je lui dis, je suis désolé, mais quand je suis à l'intérieur, quand je pense à moi, je ne m'appelle pas par mon nom. Donc je pense à moi. Comme moi, je ne me dis pas, tiens, Bernard Werber est en train de faire une interview. Ouais. Bah, lui, il pense à lui, c'était moi. Donc je ne peux pas donner son nom. Par contre, il y a un truc intéressant, je lui dis, parce qu'il y avait le dialogue avec l'hypnothérapeute, je lui dis, c'est que je peux vous dire son âge. Et c'est assez surprenant, il a 821 ans. Et là, tout d'un coup, je me dis, bon sang, à 821 ans, on comprend beaucoup plus de choses qu'à 30 ans. 121 ou 821 821. Ah, 821. 821. Ah oui. Et il était en pleine forme. Donc, 1, ils sont cool. 2, ils vivent longtemps. Et après, j'ai découvert son métier, ça consistait à soigner les gens avec les mains. Mais en fait, j'ai revécu pendant 1 heure. Vous êtes un peu magnétiseur aussi. Non, petit peu. J'ai pas travaillé ça. Vous avez essayé en tout cas. Des fois, des gens me disent qu'ils ont mal quelque part, je mets la main et ils vont mieux. Mais je veux dire, c'est 20% des gens, c'est pas systématique. C'est les gens réceptifs à mon énergie. Okay. En tout cas, j'ai des souvenirs précis comment je soignais les gens. Et je voyais sous leur corps des lignes blanches et des lignes rouges. Et les endroits où il y avait des accumulations d'énergie, je mettais la main, je fondais ça comme s'il y avait de la chaleur le long de ma main. Donc c'est des souvenirs assez précis. Et il y avait, au moment où je faisais la séance, il y avait un type. Ça va, je parais pas trop cinglé là. Ah non, pas du tout. On est dans l'INRES, vous savez, il n'y a pas de souci. Oui, on envisage tous les possibles. Et il y avait un type, il était là, et puis je vois ces lignes blanches et ces lignes rouges sur son corps. Et je lui dis, votre problème, c'est pas un problème énergétique, c'est un problème de constipation. Il faudrait que vous buviez plus d'eau. Et à partir de là, on a une grande conversation sur le fait de boire beaucoup d'eau pour favoriser le transit. Favoriser le transit. Et on se dit, mais il y a un problème avec notre ville, on n'a pas de tout à l'égout. Enfin, tout à l'égout, c'est le nom qu'on amène. On n'a pas de système d'évacuation des eaux usées. D'accord. Et dans la ville telle qu'elle était en Atlantide, en fait, on a une grande rigole centrale
où il y avait des animaux comme des porcs ou des chiens qui venaient bouffer les ordures, et l'ensemble était une sorte de petite rivière qui évacuait les ordures. Et en été, ça sentait très mauvais. Et parce qu'il ne pleuvait pas assez pour évacuer, il n'y avait pas assez d'eau, d'accord. Et donc, avec ce type-là, qui avait son problème de constipation, on va paraître un peu bizarre quand même, on s'est dit qu'il faudrait faire un tunnel souterrain dans lequel on fasse passer la rivière afin que la chaleur ne crée pas de décomposition. Voilà, donc tout à l'égout, ce qu'on appelle tout à l'égout. Donc, on avait mis, enfin j'ai ce souvenir, on avait mis ensemble au point l'évacuation des ordures de la ville. Vous avez créé le tout à l'égout Atlantide. Moi j'ai essayé les régressions dans les vies antérieures, ça n'a rien donné. C'est dommage. Hein. Ça fait combien de vies que ça donne rien? C'est ça. Parlons encore des vies. Christophe, qui voudriez-vous être dans votre prochaine incarnation? Voilà, on a parlé des futurs, enfin des passés. Alors, la prochaine. Prochaine. 1. En France. 2. Écrivain. 3. De science-fiction ou d'imaginaire. Un truc similaire à cette vie, je trouve que cette vie, c'est exactement l'idéal. C'est le truc le plus simple. À quelle époque? La prochaine. La prochaine, mais autrement, si vous pouviez choisir une époque, d'être le même écrivain Alors, surtout pas... Il y a un truc qui m'embêterait dans le passé, surtout pas le Moyen-Âge ou des trucs comme ça, parce que déjà, il y a des problèmes de dentisterie. Chaque fois que je me dis comment ils faisaient, vu qu'ils n'avaient pas de mais ils ne faisaient pas, ils avaient les dents abîmées, et ils se faisaient arracher les dents. Hein. Voilà, il n'y avait pas d'anesthésie, il n'y avait pas de fraises, il n'y avait pas de système pour les dents, donc ça veut dire que les types, ils devaient souffrir, les gueules, ils devaient puer, et rien que pour ça, moi, je n'ai aucune nostalgie du passé. Puis sans parler que même pour les opérations, vous avez une appendicite, ils faisaient ça au couteau, même pas nettoyé. Puis la peste, ça devait être pas sympa du tout. Donc le Moyen-Âge, on oublie. Ok, écrivain, à succès. Pas seulement au Moyen-Âge. Jusqu'en 1900, je trouve que pour quelqu'un de notre génération ou de notre monde, avec le niveau de conscience qu'on a, ça devait être pénible. Même les superstitions, même... on vit une belle époque. On vit une belle époque. Les gens étaient très réactionnaires, très nationalistes. Il y avait des guerres partout. On est sorti de la guerre après la Deuxième Guerre mondiale. Mais jusque-là, en France, il y avait toujours un État, des problèmes avec l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre. Donc, je trouve qu'on vit une époque formidable. Moi, je ne serais pas du tout prêt à revenir en arrière. D'accord. Donc, voilà, vous avez votre réponse, Christophe. La même chose, garçon, la même chose. Voilà, si on doit commander. Allez, 2 questions et on va accueillir Karine et Nicole. Myriam Lifou, auriez-vous vécu une ou plusieurs expériences dites paranormales? Avez-vous déjà vécu des expériences? En fait, oui, quand vous écrivez, vous êtes déjà dans un état un peu paranormal, différent de la normale. Déjà, vous êtes différent, vous n'êtes pas dans la norme, déjà. Donc, vous êtes un peu quand même. Non, en effet, la seule expérience paranormale, c'est que par moment, j'écris, j'oublie qui je suis, je suis en transe, en écrivant. Bon, c'est la seule expérience. Mais je n'ai jamais vu de fantômes, j'ai jamais vu d'extraterrestres, j'ai jamais vu de soucoupe volante. Et je ne recherche pas ça, précisément parce que vu que c'est mon domaine de roman, pour moi, ça fait partie du domaine romanesque. Et puis, tous les phénomènes paranormaux, je me dis, à quoi ça sert? Quel intérêt? Quelle utilité? Voilà. C'est marrant, mes enfants me posent toujours la même question. Tu sais, avec ce sujet, à quoi ça sert? Je dis, ça sert déjà à se poser des bonnes questions et à progresser, et ça amène vers une sorte de bienveillance de toute façon. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, si c'est une ouverture d'esprit sur l'univers, une curiosité sur l'univers, pourquoi pas? Mais le fait de rencontrer un extraterrestre, à la limite, c'est son problème, ou c'est... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réussir ma vie. Et réussir ma vie, ça veut dire ouvrir ma conscience. Et au moment où j'ouvrirai ma conscience, à ce moment-là, je n'ai même plus besoin de rencontrer les extraterrestres. Je voyage avec l'esprit pour les rencontrer. L'objectif d'une vie, c'est d'évoluer et d'élargir sa conscience. Après, il n'y a pas besoin de rencontrer des fantômes, de parler avec des morts, d'aller dans des châteaux hantés ou d'aller dans des lieux mystiques, de répéter des prières ou d'avoir des contacts avec des formes irrationnelles. Pour avoir ça, c'est juste à un moment, on débloque des choses dans sa tête. On n'a pas besoin d'avoir de preuves parce que les preuves, on les a en soi. C'est ça, si je résume un petit peu ça? On n'a pas besoin, dans l'irrationnel, d'expérimenter, à mon avis. On a besoin juste de se poser les questions. En fait, se poser les questions est plus intéressant que d'avoir les réponses. Vous commencez toujours par la fin, d'ailleurs, dans vos romans. Hein. Vous avez la fin, un peu comme Colombo, et vous remontez jusqu'au début. Vous avez la phrase d'entrée, la phrase de fin, et vous construisez entre les deux. C'est très particulier, ça aussi. Hein. C'est issu de l'influence des tours de magie.
je suis fasciné par l'illusionnisme, la prestidigitation et le mentalisme. Et je considère qu'un tour de magie, c'est d'abord, on met au point le lapin qui sort du chapeau, et après on se débrouille comment faire pour qu'au moment où le lapin va sortir du chapeau, les gens se disent « Waouh, un lapin dans le chapeau !» Donc, oui, pour ça, vu que je commence par mettre il faut planquer aussi le lapin au fond du chapeau pour faire le tour. Donc je commence à tout préparer avant, et après c'est juste cet instant épiphanie, la révélation finale, le moment où les gens vont se dire « Ah, j'aurais pu trouver, mais j'ai pas pensé à regarder. Au début, il y avait des éléments qui me donnaient la solution, mais je les ai pas regardés. » Alors là, c'est complètement appliqué dans Depuis l'au-delà. Alors là, celui qui l'a tué, c'est pas possible. C'est pas. Et pourtant, moi, je suis avec une compagne qui trouve tout de suite, même dans les films. Elle l'a pas trouvé. Là, vous pouvez le lire jusqu'au bout, vous ne trouverez pas, j'en suis sûr. Dernière question. Enfin, il y en a encore beaucoup d'autres, hein, mais avant d'accueillir la médium, quel thème pour le prochain roman? Il va pas vous le donner quand même. Si, alors, un petit peu déjà. En fait, j'écris 2 livres et il y a un moment, c'est Claire Poudroux, pardon, Claire. J'en parle à l'éditeur pour savoir lequel, selon lui, fonctionnerait le mieux. Et il y a un thème déjà qui se dégage? Oui, il y a un thème qui se dégage. Mais en fait, j'ai envie de voir le feedback sur Depuis l'au-delà pour savoir, est-ce que c'est un peu dans l'esprit de Depuis l'au-delà, mais j'ai envie de voir est-ce que Depuis l'au-delà intéresse et plaît. Et en fonction de ça, je choisirai un roman ou l'autre. Mais il y a un timing aussi pour les sujets. Il y a des sujets qui sortent à un instant T, c'était leur moment. Et 10 ans après, ou 10 ans avant, ou même un an avant, il n'aurait pas marché. C'est ça. Ce timing est difficile à trouver aussi. C'est ce que j'ai découvert avec État Intonote. C'est sorti en 93. Ça fait 1/10 du livre s'est vendu. Tout est parti au pilon, donc c'est un énorme échec. Et 5 ans plus tard, tout d'un coup, les gens se sont dit « Ah, mais c'est celui-là le préféré ». Ils ont mis 5 ans à le découvrir. Ouais. Et maintenant, État Intonote est en train de dépasser les fourmis, en train de dépasser tout. Ah ouais. Donc c'est comme un petit enfant. J'ai acheté plein d'enfants, mais alors le plus boiteux, c'était État Intonote. Et il est en train de rattraper les autres. Alors, maintenant, c'est incroyable, hein? Il y a peut-être une justice dans les livres, mais c'est une justice, il faut être patient, il faut attendre des années et des années pour qu'un livre... Vous savez qu'il y a une particularité sur État Intonote, j'ai jamais fait une interview, un article, j'ai pas eu un article, un seul passage dans une radio ou une télé, c'est-à-dire, au point de vue média, j'ai eu 0, même pas Paris Boom Boom, même pas la revue de... C'est-à-dire, c'est comme si ce livre, quand il est sorti, tout le monde a dit, on ne sait pas de quoi ça parle, ça ne nous intéresse pas. Et maintenant, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, même 25 ans plus tard, 25 ans. Tout d'un coup, il devient une sorte de classique, mais c'est pas moi qui contrôle. C'est pour ça que j'ai envie de dire, au moment où je lâche un livre, il va vivre sa vie. Bah oui, après, je le regarde de loin, je dis, ah tiens, il réussit des trucs, ou il échoue, je sais pas pourquoi. Mais l'un de mes livres qui est à la sortie, a fait la plus belle sortie, c'est Nous les dieux. Et personne ne me parle de Nous les dieux. Mais Nous les dieux, quand c'est sorti, ça a été, en tout cas pour les libraires, une très bonne vente. C'est étonnant, hein. Mais c'est ça. On ne contrôle pas. Lâcher prise aussi sur la carrière. Ouais, c'est pas facile quand on attend beaucoup. Hein. Alors, nous allons accueillir 2 personnes avec qui vous avez déjà beaucoup parlé avant le live. Alors, Karine Benz-Corsia va venir nous rejoindre. Oui, venez. Avec Nicole Corsia. Karine, voilà, passez devant la caméra, allez-y, hein. De toute façon, allez-y, c'est vous. Voilà, Karine et Nicole. Voilà, ce livre, Secret de consultation, voilà, je vais le mettre en face de vous, Secret de consultation d'une médium, écrit à 4 mains. Oui, exactement. Donc, Karine est la médium et Nicole est la journaliste, mais amie, amie depuis toujours. Amie depuis qu'on a 8 et 10 ans. Voilà. C'est une longue histoire. Et vous avez écrit ce livre à 4 mains. Bon... Vous avez déjà beaucoup parlé de médiumnité et il n'est pas médium, hein, on vient de le savoir. Et Karine, alors Secret de consultation d'une médium, bien évidemment, raconte sa vie et puis différentes consultations. Alors il y a une chose, pour résumer rapidement la vie de Karine, une vie, somme toute, alors j'ai employé le terme banal volontairement, quand on parle d'une médium, il n'y a rien de banal, mais quand même, vous êtes médium de naissance, donc médium pur. Vous faites de la médiumnité sans support. Vous le découvrez, pour vous, ça a l'air naturel de parler à tout le monde, mais que d'autres personnes ne voient pas. Donc, vous vous apercevez que vous êtes un peu différente. Vous en parlez. Vous, justement, quand vous êtes rejeté parce que vous êtes différente, quand on est ado, on veut être comme tous les autres. Donc, on le met de côté, forcément. On le rejette, avec plein de bêtises au passage. C'est raconté dans le livre. Et puis, la vie vous rattrape. La médiumnité vous rattrape.
vous n'avez pas le choix de la vivre à 100% et d'en faire votre métier. Je dirais que c'est un parcours, somme toute, assez classique de ces médiums de naissance. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'accepter et dès le départ cette médiumnité, de la vivre naturellement avant de la rejeter? Alors déjà, je suis médium de naissance, pardonnez-moi, et ce de génération en génération, puisque ma mère est médium également, ma grand-mère l'était, et puis le frère de mon grand-père également était médium. Je suis née avec ce don, je l'ai laissé grandir au fur et à mesure, il s'est développé tout doucement. C'est vrai que lorsqu'on est jeune, et la première fois que j'ai eu des flashs, ce fut à 4 ans, ensuite à 7 ans, ensuite progressivement, ça grandit. Et puis je pense qu'on nous inculque aussi des croyances quand on est après l'enfance. Et c'est ce qui donne après à la personne la peur d'aller dans cet au-delà, alors que c'est inhérent quand on est. C'est tellement naturel de communiquer, pour moi en tous les cas, pour ma part, c'était tellement naturel de discuter avec mon guide, je l'entendais en permanence dans mon oreille, en permanence, j'entendais, elle nous entend. Non, et elle nous comprend. Il s'appelle Barnabé, le guide, et vous Mon guide s'appelle Joseph. Joseph. Il a toujours été présent depuis ma naissance. J'ai connu son nom bien plus tard parce que je ne m'en souciais pas. À un moment donné, je me suis demandé comment il s'appelait, tout simplement, et j'ai eu la réponse. Donc il est normal, voilà, de le rejeter dans un deuxième temps, pour être comme tout le monde. Bien sûr, comme si on se mettait à fumer parce que les autres se mettent à fumer, on est à l'écart du groupe, et ben voilà, donc on le rejette, et après, cette médiumnité vous rattrape. Oui. Vous êtes amie d'enfance, donc vous êtes Nicole Corchia, journaliste, vous avez écrit ce livre, c'est un livre, c'est une histoire en fait qu'il a fallu mettre par écrit, mais c'est son histoire. Vous l'avez connue très jeune. Vous saviez déjà quand vous étiez très jeune qu'elle avait ce don? Ah oui, mais moi c'est pour ça que j'ai adoré que nous sommes partis dans cette aventure, parce que Karine, je l'ai vue grandir. Elle avait 8 ans, j'avais 10 ans lorsqu'on s'est rencontrés. Donc, on a grandi à Nice, nos parents, voilà. On se connaissait, voilà. Sa maman me tirait les cartes quand j'avais des histoires d'amour, voilà, un petit peu chaotique comme tout le monde. Mais j'ai toujours vu Karine avec cette perception, avec ses dons. Je l'ai vue grandir, je l'ai vue évoluer, je l'ai vue rejeter, je l'ai vue apprivoiser aussi ce don. Je l'ai vue le travailler et au fil du temps. Voilà. Donc pour moi, si vous voulez, une amie médium, c'est juste banal, voilà, elle est comme ça, c'est mon amie, je l'aime, voilà. Et je ne la regarde pas comme une médium, je la regarde d'abord comme une amie. Nos conversations du quotidien sont des conversations d'amis. Et dans ce livre, ce qu'on a justement voulu faire, c'est raconter, c'est le témoignage d'une femme, c'est le témoignage d'une vie. Ça n'est pas un livre marketing en se disant on va faire passer tel ou tel message. C'est juste Karine qui raconte, d'ailleurs elle parle à la première personne, hein, même si on écrit comme on disait tout à l'heure à 4 mains. C'est Karine qui raconte son parcours, qui raconte ce qu'elle est, qui raconte ses consultations. On fait également parler les consultants, qui raconte aussi ce que ça lui fait, parce que on parle toujours de ce qu'on apporte aux autres. Enfin, quand on parle des médiums, voilà, c'est ce qu'ils ont dit à la personne, mais elle, comment cela vient? Qu'est-ce qu'elle voit? Comment voit-elle? En couleur, en noir et blanc? En fait, en côtoyant Karine depuis toujours, je dis toujours que quand on sortait ensemble, qu'on allait à une soirée, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh, tu es journaliste, tu es quoi? Je suis coiffeuse, je suis médecin, ok, je suis médium. Ah oui, tu es médium. Alors, c'est comment? Alors, tu peux pas me dire, et comment? Et Karine, malgré elle, voilà, devenait tout de suite le clou, mais on a voulu, à travers ce livre, justement, répondre à toutes ces questions qu'on se pose sur les médiums. Donc je l'ai un petit peu torturée. Hein, parce que je suis allée loin, vous l'avez ressenti. Une sorte de pudeur de ne pas vouloir trop en parler. Et comme ça tombait bien, vous la connaissiez bien, vous avez pu le faire. Il y a quelque chose que j'ai noté aussi de très intéressant, c'est que vous avez un frère jumeau qui, lui, n'est pas médium. Non, il est très intuitif. Il a développé une intuitivité. Nous sommes télépathes, puisque les jumeaux, c'est bien connu pour être télépathes. Ouais. Mais il n'a pas développé la médiumnité. C'est uniquement plus féminin, finalement? Non. Quelque part? Parce que Bernard Werber, je sais que vous avez, en tout cas en France, un public très féminin, et c'est vrai que même à l'INRES ou le magazine Explorer, c'est plutôt les femmes, 70%, hein, qui sont sensibles à ces sujets, un peu moins les hommes. Peut-être qu'on cache notre part de féminité, finalement, hein, tout simplement. Mais voilà, c'est plus... La femme a beaucoup plus d'intuitivité. Oui, bien évidemment. Vous avez le 6e sens. Vous savez avant nous ce qu'on va vous dire pour créer les problèmes. Donc vous les résolvez, vous voyez. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Non, vous en avez un et vous en servez mieux, peut-être.
Voilà. Comment vous dissociez, ça c'est intéressant aussi, les souvenirs des actes futurs dans vos médiumnités? Vous voulez dire quoi par ça? Soit il arrive de la gauche, soit il arrive de la droite. C'est intéressant parce que c'est de la technique dans la médiumnité. Vous allez voir une médium et comment la médium peut dissocier un souvenir ou d'un acte futur parce que finalement le temps se mélange dans ces cas-là. En fait, je m'en suis aperçue parce qu'au fur et à mesure que je donnais des consultations, parce que ça fait 27 ans que je fais ce métier, je me suis aperçue que tout ce qui venait de ma gauche faisait partie du passé, puisque lorsque je donnais un flash de la gauche, la personne me disait toujours « Ben oui, bien sûr, ça m'est arrivé, mais il y a 10 ans en arrière. » D'accord. Ensuite, lorsque je donnais des flashs que je percevais en plein milieu, au centre de mes yeux, de ma vision, je pensais que c'était un événement qui allait se produire dans le présent. Et la même chose pour le futur. C'est comme ça que j'ai pu sélectionner observation, en fait. À gauche, au milieu et à droite. C'est sur les cartes de tarot aussi. Là où on regarde le personnage de la carte de tarot, c'est soit c'est dans le futur, soit c'est dans le passé. Oui, c'est vrai aussi. Et comme il est positionné, comme il tourne le visage, ça signifie que c'est un événement à venir ou un événement passé. Oui, parce que c'est pas évident de le situer dans le temps, la médiumnité. Comme l'astrologie d'ailleurs, c'est toujours compliqué de le situer dans le temps, dans la mesure où la physique quantique ne dit pas le contraire. Il n'y a pas de flèche du temps qui va d'un point A à un point B, mais tout est mélangé. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Plutôt que de raconter tout le livre, on va en parler un petit peu, mais voilà, j'ai relevé des choses qui m'interpellent. Vous consultez essentiellement par téléphone. Oui. C'est parce que vous pouvez le faire dans le monde entier déjà, ça c'est plus facile évidemment. Et c'est pas gênant la distance ou juste la voix ou suffit de se brancher, c'est aussi facile que ça quand on a votre expérience. Pour moi personnellement c'est très très facile puisque je l'ai fait depuis très très jeune. Je me connecte essentiellement à la voix de la personne. C'est comme ça que je vais canaliser son énergie et je vais aller piocher dans l'âme de la personne toute la programmation de la naissance jusqu'à la mort. Je vais être capable de remonter dans le temps jusqu'à la fin. Et de pouvoir prédire effectivement, puisque je fais de la prédiction dans le futur, bien évidemment. J'aide également les personnes à communiquer avec leurs défunts quand on me le demande. Ce n'est pas systématique. C'est important aussi, parce que je ne suis pas là que pour cela. Il faut qu'ils soient d'accord aussi de l'autre côté. Et également, il faut qu'ils soient d'accord. Il ne faut jamais trop les déranger. Moi, je ne les dérange pas. Si ça s'impose lors d'une consultation, je me prête volontiers à écouter les messages et à donner vraiment des beaux messages. Depuis l'au-delà, vous parlez justement de Lucie, qui est la médium, qui explique, et ça c'est parce que vous aviez vous-même déjà discuté avec une médium auparavant, parce que j'ai regardé dans les interviews de vous, qui expliquait, et vous avez repris l'histoire, et vous avez peut-être confirmé, que les morts, il y en a plein qui ne savent pas qu'ils sont morts. Donc il faut gentiment les amener à leur faire dire « Mais vous avez mangé là ces dernières 24 heures? Non. Mais vous avez bu? Non plus. Vous avez eu sommeil? Non. Vous avez parlé avec quelqu'un ?» Et petit à petit, ils se rendent compte qu'ils sont morts. Alors, vous le racontez, une médium vous l'a dit, ça se passe comme ça? Oui, ça se passe comme ça. Effectivement, vous avez des personnes qui décèdent et qui n'ont pas pris conscience qu'ils étaient partis dans un monde parallèle. Donc, ils vont se mettre à la table avec leur conjoint à côté, ils vont aller au travail, ils vont penser qu'ils sont toujours dans le même système de vie, du bas astral. Et bien souvent, on fait appel à des médiums pour les guider vers la lumière, pour qu'ils puissent s'élever, pour qu'ils puissent monter sur les plans vibratoires différents du nôtre. Il y a aussi des morts, enfin, selon la musique, qui pensent que c'est eux les vivants et que nous sommes les morts. Donc, après tout, c'est que l'endroit où on met la caméra, de leur côté. Donc, il y a cette hypothèse qu'ils aient raison et qu'on ne s'en soit même pas aperçu. Que ce soit nous qui soyons dans l'illusion. Mais la référence qui m'a fait penser à ça, c'était le livre de Philippe Cadic qui s'appelle Ubik, dans lequel le personnage enquête sur la mort d'une autre personne jusqu'à ce qu'il trouve sa tombe. Sur la tombe, il y a écrit « Erreur, c'est moi qui suis vivant, c'est vous qui êtes mort ». Il prend tout d'un coup conscience que depuis le début, il s'est trompé, il n'a pas pris conscience qu'il était mort. Et que l'autre, par contre, il essaie de l'appeler par téléphone, par plein d'éléments de son monde donc imaginaire. Il essaie de lui dire « Attends, en publicité, il y a écrit non,
l'information que vous croyez n'est pas bonne. C'est ça, ouais. Donc je trouvais que c'est la phrase ultime à mettre sur une tombe, c'est « je suis vivant et vous êtes mort » à la personne qui arrive pour lire la tombe. Regarde. Le film Sixième Sens avec Bruce Willis, c'est juste fabuleux là-dessus. On peut le revoir 2-3 fois, c'est juste extraordinaire. Les autres d'Almodovar, vous savez, avec Nicole Kidman, quand elle enquête sur des gens qui viennent la déranger, et qu'en fait c'est elle le fantôme, et ceux qui viennent la déranger, c'est les vivants qui viennent s'installer dans son château. Alors je voudrais qu'on regarde un extrait de Florence Hubert, qui est une médium que vous connaissez, qui a été interviewée par Stéphane Alix dans l'émission Beyond sur INRES TV. Si vous n'êtes pas encore abonné à l'INRES TV, il faut vite vous abonner parce que vous avez des émissions forcément qui vont vous intéresser, qui sont extraordinaires. En plus de Destin croisé, bien sûr, mais vous avez Extra Lab, dont on verra un extrait tout à l'heure. Vous avez Beyond. Florence Hubert, j'ai choisi cet extrait pour vraiment revenir sur ce que je vous disais, la difficulté de vivre sa médiumnité dans une vie dite classique et normale. On regarde Florence Hubert. Je suis pas malheureuse dans ma vie terrestre. Je suis simplement, j'ai 3 enfants, j'ai 2 petits-enfants. Je veux dire, moi, tout va bien. Je suis simplement dans un domaine à part. C'est-à-dire que quand on me demande ce que je fais, ou quand une des filles, on lui a demandé, il n'y a pas très longtemps, parce qu'elle va s'engager dans une voie, qu'est-ce que fait ta maman? Bon, oui, c'est vrai que bon. Alors, elle est médium, voilà, boum, ça met tout de suite le couvert, quoi. Alors, elle a dit, bon, elle aide les personnes dans le deuil, et c'est vrai. Et là, ça passe mieux. Moi, j'ai plus honte de dire ce que je fais, mais c'est vrai que c'est pas facile pour les enfants, c'est pas facile pour l'entourage. Des membres de ma famille m'ont traité de cinglé, mais oui. Dans ma vie terrestre, je refuse d'être dans le spirituel quand je suis dans la vie terrestre. C'est-à-dire quand je suis à la maison, quand je fais mes courses en grande surface, quand je suis avec mes filles, quand je suis au volant de ma voiture, je suis dans une vie terrestre que je dois assumer parce que je pense qu'il faut l'assumer, notre vie terrestre, et puis on est là pour évoluer dedans aussi. Par contre, quand je passe en médiumnité, c'est-à-dire que j'ai des rendez-vous avec les gens ou que je veux faire des conférences, je ne suis plus du tout dans le terrestre. Donc c'est en fait, il faut être tout le temps en équilibre. Voilà la difficulté d'être médium que vous connaissez bien. Je sais pas, vous allez à une banque, bonjour, je voudrais un crédit pour acheter une maison. Bien sûr, quel est votre métier médium? Comment vous dire? Ça ne va pas être possible tout de suite. Coach de vie maintenant. Oui, coach de vie. Oui. Coach de vie spirituel. Si on rajoute ça, non, ça va pas. Mais coach de vie, ça peut passer. Coach de vie, c'est une sorte de flou artistique qui sous-entend que les personnes ont besoin qu'on leur donne un petit coup de main. On ne précise pas comment, mais ça peut être du sport et médium. À la limite, c'est une coach de vie. Ouais, mais ça passe pas trop quand même. Nicole Corchia, donc la journaliste. On sent bien d'ailleurs qu'il y a une patte un petit peu journalistique. Merci. Parce que il y a des témoignages. Alors, vous racontez donc des histoires de consultation et vous avez été recherché. Alors, on peut douter. On peut se dire, bon, finalement, elle raconte un petit peu ce qu'elle veut. Et vous avez été retrouver les personnes qui sont venues consulter. Alors, il y a des policiers. Il y a des personnes qui sont dignes de foi et qui n'ont aucune raison de mentir. Vous les avez retrouvés et a posteriori, ils donnent leur explication de leur venue, de leur rencontre avec Karine. Et ça, c'est intéressant. C'était important pour vous d'avoir ces témoignages? Écoutez, on s'est quand même toujours posé des questions lorsqu'on écrivait ce livre, d'essayer de trouver les questions qu'allaient se poser les lecteurs. Et c'est toujours rigolo de se dire, bon voilà, la médium peut me raconter ce qu'elle veut. Elle peut me raconter des histoires incroyables. Bon, ok, sûr, il n'y a pas de retour. Voilà. Donc, je trouvais aussi intéressant d'avoir sur une même histoire, sur une même consultation, 2 angles de vue. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai interviewé séparément Karine et sa consultante, plus tard, parce que ce sont des histoires au cours du temps. Donc, pour qu'elles me racontent chacune comment ça s'est passé. Donc, Karine raconte, un matin, une personne m'a appelée, une personne qu'elle ne connaissait pas, en me disant, voilà, il s'est passé quelque chose dans mon enfance. Mais je ne sais pas quoi, j'ai de l'amnésie. Bon, ok. Mais elle ne sait rien d'autre. Et donc, Karine raconte sa consultation, ce qu'il se passe, le travail qu'elle fait. Là, c'est un petit côté un peu technique, parce que c'est ce que les gens aussi se posent comme question. Comment ça marche? Une personne t'appelle, tu entends la voix, voilà. Donc, Karine donne sa version. Séparément, j'ai interviewé ces personnes qui étaient prêtes à le faire, bien sûr. Oui. On a des papiers qui prouvent tout ça, etc. Puisque, voilà, le but, c'était pas du tout et c'était d'avoir des preuves aussi. Et donc, la personne explique pourquoi elle a appelé une médium alors qu'elle consultait déjà des médecins ou des spécialistes, des psychologues et autres. Pourquoi cette démarche? Qu'est-ce qu'elle en attendait? Qu'est-ce que la médium lui a apporté dans cette conversation? Qu'est-ce que cela a changé dans sa vie? Et je leur ai surtout aussi demandé
qu'est-ce qu'il se serait passé s'ils ne l'avaient pas fait? Est-ce qu'ils pensent que leur chemin aurait été différent? Et ça, je crois que c'est souvent les questions que les gens se posent. C'est quel est l'impact de la consultation, des mots dits dans la consultation sur la vie, sur son libre arbitre? Parce qu'on parle beaucoup dans ce livre de ce libre arbitre. Karine, on associe les médiums à des gourous qui vont prendre votre vie en main, vous diriger. Et ça n'est pas du tout la démarche de Karine. Et c'est ce que moi, je trouvais hyper intéressant. Et ça, c'est intéressant que tu en parles de qu'est-ce que tu apportes aux gens. Des futurs possibles. Vous donnez des éléments pour choisir un futur différent. Alors déjà, je prends la personne en main dès le départ, puisqu'elle vient me consulter pour un problème particulier. Bien évidemment, la plupart des personnes qui appellent pour des problèmes affectifs, d'autres pour du professionnel, d'autres pour des problèmes de santé, etc. Et moi, ce que j'amène, j'essaie de construire la consultation en leur apportant des réponses aussi, pas forcément à leurs questions, parce que j'ai pas forcément les flashs qu'ils vont attendre dans leur vie, mais pour leur faire ouvrir leur conscience qu'il y a autre chose qui leur attend devant. Bien souvent, les gens ont des échecs, malheureusement, ils se remettent mal de leurs échecs. Et je suis comme un coach bienveillant également. Je leur donne des mots clés. Je sais que la plupart de mes consultants me disent toujours que mes paroles les guérissent. J'ai le verbe qui guérit. Et c'est vrai que je les amène, je les valorise surtout. Et je veux absolument les amener sur le chemin de la réussite. C'est vraiment ma voie, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Alors, c'est plus de la psychologie, alors je me fais un peu l'avocat du doute. Hein. C'est plus de la psychologie ou alors il y a... Non, encore une fois, je fais des prédictions sur toute leur vie, c'est-à-dire je remonte de leur passé, présent, futur. Donc je leur indique la voie. Ensuite, je les motive, je leur donne des clés pour qu'ils s'en servent dans leur vie. C'est-à-dire qu'après, bien évidemment, oui, si vous voulez, ils ont également le libre arbitre de choisir la voie qui est devant. Ou de s'y opposer également. Ça. Oui, mais parce que vous avez beaucoup de gens qui ont peur. Il y en a un libre arbitre? Oui, on a un libre arbitre, bien sûr, bien sûr. Bon. Beaucoup de gens ont peur. Le problème des gens, c'est que sont dans l'échec. On en parlait tout à l'heure avec Bernard de la peur. Oui, voilà, l'échec, c'est la peur, c'est l'inverse de la foi. Si les personnes sont dans la foi, bien sûr, quelle que soit votre foi. Hein. Mais il faut accepter l'échec. L'échec fait partie de la vie. Il y a des moments, on trébuche, on s'étale par terre, et après, il faut être convaincu qu'on peut se relever et que c'est pas grave. La notion, justement, quand j'étais contacté, je me suis connecté à mon Atlante, il me disait tout le temps, ok, c'est pas grave. Chaque fois, je lui disais, bon, j'ai ce souci à gérer, il fait, ouais, bon, pas grave. Et c'est comme si, au bout de 821 années, une année d'existence, il était réalisé, rien n'est vraiment grave, c'est juste des péripéties. On verra le siècle prochain. Voilà, on verra. Parce que vous avez des ouvertures de conscience qui sont larges. Je sais pas, je ne me rends pas compte, mais en tout cas, ce que j'essaie de transmettre du coup ça aux gens, quand ils me racontent leurs problèmes, je leur dis, ok, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça remet des choses en question? Non, c'est de temps en temps il pleut, de temps en temps il fait beau, de temps en temps c'est l'hiver, de temps en temps c'est l'été. C'est des successions, sinon on s'ennuierait. Et toute une vie où on réussit son enfance, on réussit son adolescence, on réussit son couple, on réussit son métier. Ce qu'on met derrière réussir. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a appris? Et puis après, on a une bonne maison de retraite et puis on meurt dans un bon hôpital. Et alors? Et on a réussi par rapport au code social. Mais par rapport à l'élévation de son esprit, il aurait peut-être préféré avoir des épreuves qui l'auraient obligé à se remettre en question et comprendre des choses qu'il n'avait pas compris avant. Peut-être que l'objectif d'une vie est simplement de dégager la réalité spirituelle qui est en nous. Waouh! Allez, je ramasse les copies dans 20 ans. Alors, en tout cas, non, j'allais dire, un, c'est d'être heureux, et deux, c'est d'évoluer. Ouais. Non, un, d'évoluer, et deux, d'évoluer le plus confortablement possible. Je ne sais pas quelle est votre vision, mais si le contraire d'évoluer, c'est stagner. Si on fait une vie pour rien, on la recommence. C'est comme le bac, vous avez raté le bac, vous le repassez. Ouais. C'est le principe de la réincarnation dans le bouddhisme. C'est vous n'avez pas compris, on va vous resservir la leçon autrement. Voilà, vous n'avez pas compris en tant qu'homme, vous allez vous resservir en tant que femme. Vous n'avez pas compris en tant que type d'Afrique, on va vous resservir en tant que type en Chine. Mais c'est la même leçon. Et la leçon, c'est ça ne sert à rien de vouloir accumuler des trucs et posséder des choses. L'enjeu est ailleurs, et l'enjeu, c'est l'élargissement de l'esprit ou l'élévation du niveau de conscience. Chacun à son niveau pige ou a une leçon différente.
Et pour tout le monde, il n'y a pas une leçon universelle. Chacun, selon son niveau d'avancée, doit recevoir une épreuve et une compréhension adaptée. Karine et Nicole, je vous remercie d'être venus nous voir et d'avoir participé à ce premier live et d'avoir apporté avec ce bouquin qui est vraiment bien, Secret de consultation d'une médium, votre vision d'une médiumnité justement intéressante et pure. Moi, je vous remercie de me les avoir fait rencontrer parce que je crois qu'on va se revoir. Et, très bien, une belle rencontre. Je les trouve vraiment lumineuses. Voilà. Merci beaucoup. Je suis d'accord. Vous ne partez pas, on se voit après la fin du live, bien évidemment. On va fêter ça. Merci beaucoup. Merci en tout beaucoup. cas d'être venu. Merci. Allez, passez devant la caméra, allez-y. C'est pas grave. Voilà, ça Attention, il y a un fil. Ah bah voilà. Voilà, on est en live, c'est comme ça, c'est les aléas du direct. Merci à tout de suite. Attention, ne vous cognez pas. Voilà. Passionnant la médiumnité, passionnant. Passionnant aussi que vous ayez trouvé les bons, parce qu'il y a de tout. Ils sont pas tous les médiums ne sont pas forcément, j'allais dire, lumineux. Il y en a qui utilisent ça comme un pouvoir. C'est-à-dire il faut faire attention. Il y a des gens faibles qui vont voir des médiums. Le médium prend une emprise sur eux et soi-disant parce qu'il est connecté, au bout d'un moment, il leur fait renoncer à leur libre arbitre. Donc il faut être malgré tout vigilant. Et en tout cas regarder ce qui se passe et être attentif. Vous savez, il y a une belle synchronicité justement pour inviter Karine et Nicole. J'étais dans le TGV, donc je revenais de Lyon et je prends ce livre, donc je commence à le lire et je l'avais déjà commencé un petit peu avant, donc je le lis et pratiquement arrivé à la gare de Lyon, donc je ferme la dernière page. Marie-Hélène Doré, qui est l'attachée de presse des éditions Exergue notamment, pas seulement mais notamment, m'appelle au moment où je ferme le livre. Elle me dit « Bonjour, voilà, je t'appelle pour parler de... » Tu ne m'appelles pas pour parler de Karine quand même. Si, je viens de fermer le livre. Donc je dis, est-ce qu'elle est disponible pour venir avec Bernard Werber reparler de médiumnité? Elle m'a dit oui, et donc voilà, ça s'est passé comme ça. Donc belle synchronicité quand même, ça s'est vraiment passé comme ça. Alors, on est en direct avec Bernard Werber encore pendant une demi-heure. C'est passé très très vite, mais il y en aura d'autres des lives, vous inquiétez pas. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Merci Régine Body, Véronique Raja, je vous cite parce que vous êtes là pour le premier live et ça nous fait vraiment très plaisir. Robin Stéphane qui nous dit j'adore, merci Robin. Jeannie Giffard, Patrick Moreau, Béatrice Gomez, etc. Alors, question. Alors, réponse... rapide. Pas forcément rapide, mais synthétique. Allez. Si vous étiez un ange gardien, comment guideriez-vous votre protégé dans sa vie? En lui donnant envie d'être heureux. D'accord, pas mal. Mais, donc, envie d'être heureux, c'est-à-dire de lui dire, écoute, tu t'en fous d'avoir raison ou d'avoir tort, du moment que tu apprends et que tu prends du plaisir. Ok. Stéphane Robin, que j'ai cité tout à l'heure, donc je vais poser votre question. Avez-vous reçu des impacts dits spirituels qui ont provoqué en vous une forme d'évolution personnelle, des flashs comme ça de spiritualité Il s'est passé un truc précis qui m'est arrivé quand j'étais jeune, qui a déclenché tout. À 14 ans en Corse? Ouais. Non, ça c'est à 13 ans, à Hyères, en colonie de vacances. Donc c'était un an avant, un épisode que vous pouvez voir en tapant sur YouTube des vidéos. Il raconte, quand vous avez fait le tour de vélo en Corse, un épisode où vous vous êtes retrouvé dans une salle de bain avec du sang partout. C'est absolument incroyable. Là, c'était un an avant. Je ne la connais pas, cette histoire. On va écouter ensemble. C'était à Hyères, en colonie de vacances. C'est l'époque où j'étais très... Donc je vous dis, le binoclard à lunettes qui lit des bouquins. Et tout d'un coup, je vois un type qui est très détendu, très cool, et qui dégage une sorte d'énergie qui me fascine. Je vais le voir, je lui dis, c'est quoi ton truc? Et il me dit, c'est le Raja Yoga. Alors je lui fais, écoute, je sais pas ce que c'est, mais j'ai jamais vu un type aussi détendu, tu veux m'apprendre? Et donc il m'a appris, et contrairement au... Je connaissais un peu le yoga, mais le yoga c'était les postures. Lui, il m'a appris à respirer, il m'a appris à fixer mon regard, il m'a appris à me lever tôt le matin à 6 heures pour voir le lever de soleil, et il m'a appris à faire, on va dire, du voyage astral. On va dire, parce que je ne suis pas sûr que... J'ai eu l'impression de faire le voyage astral, c'est-à-dire de faire sortir mon esprit de mon corps. Et à partir de là, il y a un premier élément intéressant, c'est qu'il y avait un autre type qui était en club karaté, qui arrive à un moment et me dit, disons, tous les matins, vous partez à 6 heures, là, c'est quoi votre truc? C'est le gourou et son disciple, et voilà. Et il me saute dessus, il me casse la figure. Et je me dis, ok, quand tu es dans la spiritualité, t'agaces les cons. Et 2, je dis il s'appelait Jacques Padovani, je dis, pourquoi il m'attaque à moi et pas à toi? Il me dit, parce que tu es à mi-chemin. Il avait 13 ans aussi. Tu es à mi-chemin, et donc moi, il n'a même pas envie, mais toi, vu que tu es encore vulnérable, dans la zone vulnérable. Il m'a appris plein de choses. Il m'a appris, même vers la fin, j'arrivais à maîtriser mes battements cardiaques. Et à les ralentir tellement que ça devenait... j'arrive à contrôler avec mon esprit le battement cardiaque. Voilà. Et
Donc lui-même disait qu'il tenait son enseignement d'un type qui s'appelait André Van Lisbeth, et qui a écrit un livre, d'ailleurs, ça s'appelle « J'apprends le yoga », je crois. Et donc, cette colonie de vacances a duré 1 mois, donc pendant 1 mois, j'ai été formé à une forme de très haute spiritualité par j'avais 13 ans, un autre gosse de 13 ans. Et bien plus tard, j'avais une conférence sur l'état Athénote, et dans les invités arrive André Van Lisbeth. Et je lui ai dit, mais je vous dois tout. C'est votre disciple qui m'a appris tous ces mondes-là à 13 ans. Ouais. Et il me regarde, et je lui dis, votre disciple, le type qui m'a tout appris, s'appelait Jacques Padovani. Il me dit, vous savez, j'ai tellement d'élèves, je ne m'en souviens pas. Il me dit, par contre, vous, qu'est-ce que vous m'avez appris comme truc? Et je comprends qu'il ne comprend pas que je suis en train de lui dire merci, parce que lui-même me dit merci. Donc c'est un quiproquo. Et j'ai compris que, en fait, le seul auquel je peux vraiment dire merci, c'est ce Jacques Padovani. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Hein. Mais qui a été un maître exactement. À 13 ans, alors qu'il avait le même âge. À 13 ans. Mais il avait. Vous avez quand même. Ouais, mais vous avez quand même, pardon de vous couper, mais vous avez quand même décelé chez lui peut-être une aura particulière. Vous avez senti quelque chose chez lui. Ce qui m'a surpris, c'est que les autres ne le voient pas. Normalement. Oui, mais c'est peut-être que vous aviez déjà une vision différente. Ouais, ça créé par les réincarnations. En tout cas, j'étais le seul. C'est-à-dire, j'avais un cours privé permanent où le type m'apprenait un truc de très très haut niveau, de contrôle de l'esprit. Il m'a appris par exemple à tout faire en conscience. Quand je marche, je le fais en conscience. Quand je mange... Il avait 13 ans 13 ans. Mais il est où c'est incroyable. Je ne sais pas. Des fois sur Internet, je mets, si quelqu'un a des nouvelles de Jacques Padovani, ça m'intéresse parce que... Jacques Padovani, attendez. Il m'a ouvert tout le système. Jacques Padovani, il y en a beaucoup sur Internet, malheureusement. J'ai essayé de chercher. Il y en a qu'un. Celui-là, on va le trouver. Voilà, si vous connaissez un Jacques Padovani qui a été en colonie à 13 ans, hier. Et qui a croisé Bernard Werber, donc ce serait bien qu'on puisse initier la rencontre. J'y crois plus, mais non. Et la filmer, ce serait vraiment bien. Allez, quelques autres questions. Bonjour d'Alsace, Géraldine Fimbel. Bonjour Géraldine. Quelle est votre philosophie de vie? Ça, on va avoir 2 jours s'il commence à parler de votre philosophie. Être heureux, déjà. Chercher le bonheur. Évoluer. Ok, évoluer. Évoluer, ça veut dire m'améliorer jour après jour. Et faire que la seconde juste avant de mourir, je me dise, ok, j'ai fait mon job. J'ai fait ma part. On va parler des rêves avec Frédéric Croyer, parce que vous notez vos rêves, ce qui veut déjà dire que vous faites ce qu'il faut pour vous en souvenir le matin. On dit souvent d'ailleurs, je discutais avec Marielle Laheurte, qu'on a eu d'ailleurs dans une émission Destin Croisé, je crois que c'était la première émission, qui est une spécialiste de l'interprétation des rêves. Elle expliquait que pour se souvenir des rêves, le matin, il ne faut surtout pas bouger. C'est comme une eau qui est très lisse. Si on bouge, on brouille la surface et on ne voit plus le reflet. Donc vous vous souvenez de vos rêves, vous les notez. Faites-vous des rêves lucides? Et moi, je poserai une seconde question. Quel est le rêve de la nuit dernière? Dès que vous avez commencé à parler, qu'est-ce que j'ai eu déjà? Je l'ai noté, donc je vais pouvoir vous le dire après. J'ai fait en 20 ans, parce que mon premier article sur les rêves lucides, c'était il y a 20 ans. J'ai fait 5 rêves lucides, dont un particulièrement amusant, où dans ce rêve lucide, rêve lucide, on sait qu'on rêve. Oui, on le fait, on prend conscience qu'on rêve et on ne se réveille pas. Voilà, c'est ça un rêve lucide. Et on prend le contrôle du rêve. Et donc dans ce rêve lucide, il y avait plein de gens autour de moi, et je leur ai dit, je vais vous faire un tour de magie, à 3, je vais disparaître. Ils me disent, non, tu ne vas pas y arriver. Regardez, 1, 2, 3, je fais ça. Et là, je me retrouvais dans le lit avec les yeux ouverts. Je disais, bon, maintenant ça va être bon, j'y reviens. Puis je fermais les yeux et je me retrouvais. Et voilà. Donc j'ai fait une entrée-sortie des 2 mondes, volontaire et contrôlée. Et tous les gens étaient là. Ah ouais, il a disparu. Voilà. Génial, d'accord. Rêve lucide contrôlé. Mais non, le rêve de cette nuit. Ah oui, le rêve de cette nuit, il l'a noté. Mais il n'est pas forcément intéressant, hein. Mais en tout cas, il est noté. C'est dommage. Tiens, on demandera peut-être à Marielle ou autre de l'interpréter. Ça pourrait être bien. Vous en servez pour vos romans de ces rêves? Des fois, quand il y a des biens. Ouais. Ah oui. J'arrive, j'avais dans le rêve. Hein. Dans le rêve. J'avais une voiture 4x4 blanche du type Range Rover, et je vois que ma Range Rover, quelqu'un l'a explosé. Enfin, on a mis un cocktail Molotov à l'intérieur qui a explosé, elle a brûlé. Et je me dis bon, après tout, c'est qu'une voiture, je ne veux pas en faire tout un truc. Et puis je vois que ça arrivait aux autres. Je me dis bon, ma voiture a disparu. Il faut maintenant que j'aille en acheter une autre. Donc il y avait cette Range Rover blanche 4x4 qui a explosé. Et le deuxième élément, c'est que dans une soirée, par erreur, je prends un téléphone portable qui ne m'appartient pas
et je me dis, bon, bah, maintenant, il faut que je retrouve la personne pour lui rendre son téléphone portable. Voilà, c'est le rêve de cette nuit. D'accord, ok. Bon, dans le prochain roman, ce sera le chapitre 2. Non, j'ai pas dit que c'était toujours intéressant, mais c'est ça qui est apparu et que j'ai noté ce matin. Laurent Lefebvre, bonjour Laurent. Où est votre matrice d'inspiration? Dans votre cerveau ou ailleurs, dans une sorte de mémoire akashique? Est-ce que, la question pourrait être, est-ce qu'on fabrique les idées ou est-ce qu'on les reçoit? Les deux, parce que j'ai des bascules, c'est comme par intermittence, enfin je reçois, j'ai l'impression qu'il y a des moments où ça se fait tout seul, sans effort, donc c'est pour ça que je pourrais dire que je reçois. Et il y a des moments où ça m'amuse d'associer deux éléments, donc ça c'est mon imagination, je le fais volontairement. Mais au bout d'un moment, mon cerveau bascule et fait les deux très très vite, donc si bien qu'il y a un flou, je ne sais pas d'où ça vient. D'accord. Par contre, des fois j'écris des trucs, et je les relis, et j'éclate de rire parce que ça vient pas de moi, ou ça me fait rire. C'est comme si on m'avait raconté une blague, je l'avais notée, et que je la découvre. Il y a autre chose qui s'est passé aussi sur les Thanatonautes, c'est qu'au moment où j'écris les Thanatonautes, il y a des choses que je n'ai pas compris, moi je les écris. Et bien plus tard, en le relisant, j'ai compris ce que je voulais dire. C'est vrai. Hein. Et oui, parce qu'on part du principe que l'écrivain maîtrise entièrement le bouquin. Ouais. Moi, c'est pas mon cas. Des fois, j'écris des choses qui sont comme si je m'envoyais des messages à moi-même par écrit pour plus tard. Et il y a aussi des livres que j'ai écrits que j'ai pas bien compris, ou j'ai pas bien compris ce que je voulais dire. Ça fait partie de l'humilité que doit avoir un écrivain. C'est beau, c'est beau. C'est pas le dieu de son monde. Il fabrique quelque chose qu'il ne contrôle pas et qui. D'ailleurs, je ne suis pas capable de l'estimer. Quand les Thanatonautes sont sortis et ont été un échec, je me suis juste dit, j'ai fait un mauvais livre et il n'a pas trouvé le public et ce n'est que justice. C'est après quand les gens m'ont dit on l'a adoré que je me suis dit, il y a un truc bizarre, il s'est pas vendu et les gens l'adorent. Donc c'est là que j'ai commencé à me poser des questions et c'est bien plus tard que j'ai compris. Il y a eu un décollage raté parce que c'était pas le bon moment. Puisque vous parlez de peur de ne plus pouvoir faire ce métier que vous avez adoré après les Thanatonautes, vous parlez aussi beaucoup d'amour, de bonheur. Je voudrais qu'on regarde un extrait, il fait 1 minute, c'est Saïma. C'est un extrait à vos souhaits. Merci. C'est un extrait, c'est un signe, ça, c'est une synchronicité. Non, c'est le fait qu'il fait froid. Bon, d'accord. C'est un extrait d'une émission de reportage fabuleuse sur Inrest TV qui s'appelle Extra Lab. Elle parle de la peur et de l'amour et de cette peur qui inhibe et qui gâche des vies. Regardez, c'est vraiment très très beau et des moments comme ça, il y en a plein sur Inrest TV. Allons-y. Il y a 2 énergies sur planète Terre. La peur, donc contraction, l'amour, l'expansion. Et je crois que tout être humain, nous connaissons, nous avons connu cela. Et au moment où il y a cette contraction, là, c'est la peur qui gère. Et cela demande un peu d'effort pour passer à l'amour. Très souvent, nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes dans la peur versus dans l'amour. Donc c'est une prise de conscience importante et fantastique d'ailleurs pour un éveil en soi. Et là, dire, oups, je me contracte. Je respire plusieurs fois et le mental se calme. Et plus je respire, plus il y aura une expansion du cœur. Et là, je reprends. Et ça peut se faire 3, 4, 5 fois dans la journée, aussitôt que je prends conscience. C'est ça, c'est une merveille de prendre conscience. Et ce que j'appelle une évolution consciente. L'extrait d'Extra Lab, documentaire de Sébastien Lilly, fabuleux, donc Saïma, la peur et l'amour. Alors, il y a eu plein de petites synchronicités quand j'ai préparé cette émission. J'ai parlé du livre de Karine, où je le ferme, on m'appelle justement pour m'en parler. La probabilité était faible. Et ben, quand je choisis chez moi le soir, tranquillement devant mon ordinateur, cet extrait, je regarde toutes les émissions que je connais bien, je dis tiens, la peur et l'amour, ça me parle. Je choisis l'extrait, je me pose devant ma télé, je sors pour regarder le salon avec ma compagne, et on regarde un film, alors ça vous fait rire, hein, c'est un film plutôt pour ados, mais Green Lantern, voilà, tout ce qui est super-héros. Et il n'arrête pas de parler dans ce film de la peur, qui est justement la force noire qui risque de détruire le rayon vert qu'ils ont créé, qui est un rayon de protection. Et la peur, le rayon jaune, elle a une robe jaune, c'est la peur. Et la peur, on doit la contrôler et en même temps l'absorber pour mieux la comprendre. Enfin, c'est tout autour de la peur. Je me dis, c'est incroyable. C'est une bonne synchronicité. Je suis dans la bonne énergie. Vous le ressentez, ça, vous aussi, ce genre de choses? Vous observez les signes au quotidien? J'essaie de les... Je me fais tout le temps le reproche de ne pas être assez vigilant. Donc j'essaie de bien regarder ce qui se passe autour de moi et de percevoir
les signes, mais la plupart des gens autour de moi, enfin, j'ai dans mon entourage des personnes qui sont beaucoup plus attentives. Oui, ça j'imagine. Et j'ai notamment un ami qui il arrive dans un endroit, il se rappelle de tout ce qui se passe. Une vision circulaire. Ouais, une vision circulaire, mais c'est un don particulier que je n'ai pas. D'accord. Bon, il nous reste quoi? Une dizaine de minutes? Allez, encore des questions, vous en aurez beaucoup. Ne vous inquiétez pas, des lives sur INRES, on va en faire de plus en plus en 2018. Et vous aurez de plus en plus l'occasion de poser les questions à tous ces personnages que vous rencontrez souvent dans les conférences de l'INRES. Mais là, voilà, vous n'aurez peut-être pas forcément besoin de venir à Paris. Vous pourrez discuter avec d'autres grands ambassadeurs comme ça de l'INRES. Alors, Charlotte Supertoast. Bien le nom, bien Charlotte Supertoast, il faut le trouver quand même. D'où vous est venue cette idée de récit du point de vue des chats? Donc ça, c'était le livre juste avant. Je ne regarde plus le mien de la même manière maintenant. On va dire que le monde animal, depuis les fourmis, c'est votre quotidien. Oui. Le chat donc, qui se connecte à un ordinateur pour parler aux humains. Je résume un petit peu. Demain les chats, c'est un peu ça. Demain les chats, c'est un couple de chats, Bastet et Pythagore, qui regardent le monde des humains en se disant « Oh là là, ils ont besoin d'un coup de main, comment les aider ?» Je crois que les animaux ne sont pas moins intelligents que nous, d'abord. Ils ont des formes d'intelligence différentes. Et pour ce qui est des chats, ils perçoivent plus de sons, plus de lumière et plus d'ondes que nous. Donc leur cerveau est mieux irrigué. À partir de là, ça m'amusait de dire, imaginons un animal qui, percevant plus d'informations, a une pensée qui est différente. La seule chose qui leur manque, c'est la mémoire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'écriture. En fait, le livre, l'objet livre, est la chose la plus forte que l'être humain a. C'est-à-dire que grâce au livre, nous gardons la pensée des gens qui sont morts. Et donc, nous pouvons savoir que pensait Homère il y a 2000 ans, plus que ça même. Et nous pouvons garder l'expérience et les échecs et les victoires de tous les gens qui se sont succédés, qui sont morts avant nous. Et ça, c'est ce qui nous transforme... transmission d'expérience. Oui, en animal le plus intéressant. Mais l'un des animaux les plus intéressants, c'est le poulpe. Mais le poulpe, au moment où le poulpe... Où la mère met au monde, elle meurt. Elle meurt, et le père est en partie, donc les petits poulpes ne peuvent pas bénéficier de l'expérience de leurs parents, ils doivent tout réapprendre à zéro. C'est-à-dire que si on n'avait pas le livre, ou si on n'avait pas des objets où on peut fixer la mémoire, il faudrait que chaque génération refasse toutes les erreurs et tous les tâtonnements de leurs parents pour pouvoir comprendre où il faut aller. C'est incroyable. Isabelle Roussel, je la découvre avec vous, peut-on être son propre médium avec l'hypnose régressive? Vous avez déjà essayé? Alors, on peut se brancher sur des choses autres. Le mot médium étant tellement large, je crois qu'on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Avec l'hypnose régressive. Il m'est arrivé de le pratiquer. Donc les réincarnations, les vies passées. Voilà. Depuis l'expérience que j'évoquais tout à l'heure, moi je me recontacte avec mes réincarnations le soir quand je fais des insomnies. Je me réveille dans la nuit, j'ai envie de pisser à 2h du matin, je reviens, je sais que je ne vais pas m'endormir tout de suite. Hop, je me mets en posture et je vais recontacter mes vies antérieures. Alors ça se présente sous forme d'un couloir avec des portes. Chaque porte, il y a une vie. Il y en a 112. Et je vais visiter ça comme on irait voir des films dans un club vidéo. Et je vais revoir ces vies. Et je regarde qu'est-ce qu'elles peuvent m'apporter. Alors c'est peut-être juste en effet mon imagination. Mais ça fait du bien. Ouais, et puis ça se peut que ça ouvre une conscience. Par exemple, j'ai des vies de femmes. Donc c'est vachement intéressant de savoir, d'avoir un point de vue féminin. Et notamment, j'ai utilisé ça pour faire le miroir de Cassandre. J'ai utilisé ça même pour Demain les chats, dans lequel mon héroïne est une femme. Donc ce travail de projection permet d'avoir un point de vue plus féminin en tout cas. Quelle transition, ça c'est fabuleux. Christine Bance, vous préféreriez être un homme ou une femme dans une prochaine incarnation? Je trouve que pour les femmes c'est vraiment dur actuellement. Leur statut, je crois que ça sera peut-être sympa dans 20 ans, mais pour l'instant, elles ne peuvent pas vraiment utiliser l'expérience de leur mère, parce que leurs mères ont vécu avec des carcans terribles. Elles ne peuvent pas en même temps être libérées. Il y a une pression, elles doivent être en même temps des bonnes amantes, des bonnes mamans, des bonnes personnes qui arrivent à vivre dans le monde des hommes, de l'entreprise. Je trouve que la pression est beaucoup trop forte. Donc, ne serait-ce que physiquement, déjà, il y a beaucoup de changements dans leur corps, alors mensuellement quand elles sont jeunes, et puis ensuite
la ménopause. Je trouve que hormonalement et au niveau corporel, déjà, c'est difficile. Mais elles pigent plus de choses parce qu'elles ont plus de capteurs déjà organiquement. Déjà. Et puis que le cerveau a été configuré depuis la préhistoire sur la psychologie. Parce que les femmes restaient près du feu à préparer la cuisine, à s'occuper des enfants, pendant que les hommes allaient à la chasse. Donc du coup, les hommes, ils savent se repérer dans l'orientation, ils savent chasser les animaux, mais ils ne savent pas bien dialoguer. Les femmes savent très très bien dialoguer, mais elles utilisent par moments leurs pensées, comment dire, pour se bloquer mutuellement. Il faudrait que les femmes trouvent une manière de communiquer entre elles pour aller dans la même direction. Les hommes sont des chiens et les femmes sont des chats. Exactement. Je vous ai entendu le dire. Ouais. A-t-on vraiment notre libre arbitre? C'est une question de Pauline Gremlins. Pauline, bonjour. Ça se travaille. Le libre arbitre, ça se travaille? Oui, ça se travaille parce que vous avez l'influence de vos parents, vous avez l'influence de l'école, vous avez l'influence de l'entreprise, vous avez l'influence de vos amis, tous ces gens qui vous disent la vérité, c'est ça. Il faut arriver à les oublier pour se dire qu'est-ce que je ressens moi intuitivement au-delà de toutes les influences. Donc cette forme de liberté, le libre arbitre pur, c'est quelque chose qui se travaille tout le temps, déjà en percevant tous les gens qui veulent vous influencer, tous les gens qui veulent vous faire croire quelque chose. Vous savez, ces gens qui vous disent du mal d'une tierce personne. Eh ben, il faut que vous disiez, quelles que soient toutes les conneries qu'on m'a racontées sur cette personne, tant que je ne l'ai pas vue de mes yeux et que je n'ai pas discuté avec elle, sur cette personne, on part d'une feuille blanche. Ça, c'est ce genre d'exercice. Une sorte de libre arbitre, d'accord. On ne parle pas forcément de prédiction, mais de construction intellectuelle sur les personnes qui amènent sur le choix. Un futur sur le choix. Choisir. Après, est-ce qu'il y a une fatalité? Est-ce que tout est écrit? Ou est-ce qu'on a le choix quand on a des grandes décisions à prendre dans la vie? Souvent, on entend dire qu'on n'a pas le choix de prendre d'autres décisions que celles que l'on a prises. Moi, je crois qu'on a un total libre arbitre. Pour ceux qui ont développé cette confiance en eux, il y a un moment, ils arrivent devant les carrefours et ils choisissent on va à gauche ou on va à droite. Et le drame, c'est ceux qui arrivent dans le carrefour et tout le monde leur dit il faut que tu ailles à droite et pas à gauche, et qui se laissent influencer. Ne pas être influencé, c'est très très compliqué dans notre monde. Parce que rien qu'en allumant la télévision, on veut vous faire acheter une voiture ou un hamburger. Et il faut dire, ok, c'est de la pub, on essaie de me conditionner pour que je dépense mon argent. Donc, je choisirai ma voiture avec mon libre arbitre et l'hamburger si j'en ai envie. Valérie Claria nous regarde. Bonjour Valérie, bonsoir maintenant. Claudine Belgrano-Schuster, j'adore vos histoires. Ça, effectivement. Il est aussi doué à les écrire qu'à les raconter sur scène, parce que vous avez fait de la scène. C'est absolument incroyable. Vous êtes un one-man show, du fait du stand-up, et vous racontez votre vie, c'est absolument incroyable. C'est parce que mon métier est un petit raconteur d'histoire. Je considère que. Oui, mais écrire ou sur scène, c'est pas pareil. Et vous le faites aussi bien tous les deux. Je suis frustré quand j'écris de ne pas voir mon lecteur. Est-ce que ça lui plaît ou est-ce que ça lui plaît pas? Alors je me dis, bon, je vais raconter des histoires sur scène, et là je verrai s'ils rigolent, s'ils sont attentifs, s'ils s'endorment, mais au moins je serai dans quelque chose de vivant. Ouais. Tandis que là, mon rêve, ça serait de savoir. D'ailleurs, c'est pour ça que j'utilise les réseaux sociaux et Facebook, c'est savoir comment ils ont vécu le livre, est-ce que ça leur a plu, est-ce qu'ils ont ri, est-ce qu'ils ont pleuré, quel est le ressenti. Louis Go nous dit « J'ai l'impression de pouvoir prédire l'avenir », donc peut-être un petit peu médium. Et alors, quelques questions Facebook, les dernières, parce qu'on arrive déjà au bout de cette heure et demie, qui est passée très très vite. Je vous l'avais dit, ce serait plutôt 1 jour et demi, voilà, il reste encore 5 minutes, ce serait plutôt 1 jour et demi qu'1 heure et demie, ça va, c'est passé vite. C'est un plaisir en tout cas. Ah bah c'est gentil, merci. Chris Le Goff. Alors, ne pensez-vous pas que nous avons déjà les connaissances et que le défi de nos vies est de retrouver toutes ces connaissances, qu'il faut donc nettoyer nos conditionnements créés par cette société? Alors, je pense qu'on a des connaissances oubliées, que le défi d'une vie consiste à se rappeler qui on est et pourquoi on est venu. Maintenant, chaque génération a des défis différents. Donc, c'est-à-dire il n'y a pas que le passé où on a tout compris, et maintenant on n'a qu'à faire, on a comme seul devoir de se rappeler du passé. Le monde bouge. On est de plus en plus d'êtres humains, on va être bientôt 8 milliards. 8 milliards, c'est pas pareil que quand on était 300 millions. Donc les données sont différentes, les expériences étant différentes, il ne suffit pas de se rappeler de la sagesse passée, il faut maintenant en inventer une nouvelle. Donc il faut se rappeler d'un premier temps, mais en plus il faut inventer une nouvelle sagesse. Ben écoutez, on arrive au terme de cette émission, et je vais poser une dernière question. Je vais poser celle de Frédéric Royer parce qu'il se dit on n'a pas posé ma question. Non mais je vous ai entendu d'ici et après je poserai la mienne. Est-ce qu'une âme peut évoluer alors qu'on dit que le temps n'existe pas ou qu'il n'y a pas de temps de l'autre côté? Est-ce qu'une âme peut évoluer parce que le temps se mélange finalement?
Il ne sait pas. Donc voilà, voilà vous avez la réponse de Bernard Werber. Il y a la question, est-ce qu'une âme peut évoluer? La réponse oui. est oui. Oui, vous l'avez Maintenant, dit. est-ce que le temps n'existe pas? Ça, c'est une problématique différente qui est posée par le truc. Moi, je pense que le temps existe, si ce n'est qu'on peut circuler dans le temps avec son esprit. Et on peut revenir dans ses vies antérieures, ça veut dire qu'on peut circuler dans le temps avec son esprit. Donc il y a des manières de jouer avec le temps. D'accord. Mais le seul but, c'est l'évolution et apprendre. Une question que je voudrais vous poser. On était 1 milliard sur cette Terre il y a à peu près 100 ans. Ouais. On est 7 milliards, bientôt 10. D'où viennent toutes ces nouvelles âmes, à votre avis, vous en tant qu'écrivain qui connaissait, qui avait un avis elles viennent d'où ces âmes? Je ne suis pas mystique, je ne suis pas spirit, je n'ai pas réponse à tout. Mais j'imagine, je ne vois pas pourquoi il n'apparaîtrait pas des esprits nouveaux. Et puis en plus, il y a peut-être l'idée qu'il y a d'autres systèmes qui ne fonctionnent pas comme sur la Terre, dans lesquels il y a des âmes qui circulent d'un système à l'autre. Pourquoi vouloir que tout soit ici? Il n'y a peut-être pas d'autres planètes habitées, mais il y a peut-être d'autres systèmes dans lesquels il y a des esprits et que les deux font des allers-retours. Voilà. Mais ça, c'est une vision de romancier. Je ne sais pas qui pourrait vous dire de manière sûre d'où viennent les âmes, mais j'ose imaginer qu'il n'y en a pas que sur Terre et qu'il n'y a pas qu'une seule dimension. Voilà. Et ça, c'est presque de la physique, c'est presque de la science. Nous sommes dans un espace-temps, mais il doit exister d'autres formes d'espace-temps qui fonctionnent différemment. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Il ne faut surtout rien rajouter derrière parce qu'on est moins intelligent que ce qu'il vient de dire. Donc là, merci beaucoup, c'est très très bien. Ce premier Facebook Live était vraiment un bonheur. C'est un bonheur d'être avec vous. Voilà, je vous le dis, depuis l'au-delà, faut le lire. Il y en a 25 autres aussi à lire, bien évidemment. Vous en avez lu certainement quelques-uns. Mais celui-là, avec une fin, si vous la trouvez avant, vous me le dites, hein, parce que ça m'étonnerait quand même si vous avez trouvé le meurtrier avant. Merci Bernard Werber. Alors merci à toute l'équipe qui est autour et que vous ne voyez pas. Il y a David, il y a Sébastien Lily, merci à Karine et à Nicole d'être venus. Il y a Juan, voilà. Merci à vous d'avoir regardé très nombreux et nombreuses ce premier, très nombreux. Ouais, David il me fait comme ça. C'est une première, donc pour nous c'était un vrai changement, une vraie évolution. Ce sera de mieux en mieux et en 2018 on va en faire de plus en plus de ces beaux rendez-vous, de ces grands rendez-vous avec des ambassadeurs de l'INRES. Merci beaucoup. Merci Bernard Werber. Merci de m'avoir invité. À très bientôt. Au revoir, merci.